d'abord, avec vos animateurs, Antoine Boucher-Paquet et Jean-Jacques Mantel. Bonsoir à tous, chers auditeurs, ici Antoine Boucher-Paquette pour l'émission Le Québec d'abord sur les ondes de radio-infocité.com à l'édition du 11 avril 2018, à l'animation Antoine Boucher-Paquette bien sûr, moi-même, Monsieur François Saint-Louis à la console et bien sûr Monsieur Jean-Jacques Nantel qui est finalement... disons-le, la star de l'émission, Jean-Jacques Nantel, qui est finalement, disons-le, la star de l'émission. Le Québec d'abord, je vous ai dit l'autre jour, je pensais que c'était le Québec parce qu'on appelle ça le Québec d'abord. Ça ne me dérange pas absolument pas. Ce que je veux, c'est l'indépendance. Que le Québec soit en vedette, tant mieux. Oui, ben... Vous savez, si le Québec est indépendant, là, je ne serais pas là. Je ne ferai pas de vidéo, je ferai des vidéos. Que feriez-vous? Je ferai autre chose. Il faut régler un problème. C'est un problème qui est fondamental. C'est une question de beaucoup d'argent. On parle de milliards de dollars. Mm-hmm. Tout a été inversé. C'est pour ça que je suis intervenu. C'est que c'est trop bête. Là. On se fait dire que c'est un caprice, ça va coûter cher, alors que c'est quelque chose qui va rapporter énormément d'argent. Comment ça se fait qu'on est la province la plus pauvre du Canada, alors qu'on détient le seul territoire essentiel? C'est des choses évidentes. Tout à fait. Et nous y reviendrons d'ailleurs. Hein? Laissez-moi tout d'abord annoncer le programme de la soirée. Donc, bien sûr, comme à l'habitude, le premier bloc de l'émission sera consacré à l'actualité. Nous avons un peu de tout, quelques bons sujets, je crois, qui feront réagir beaucoup d'entre vous, j'en suis à peu près certain, autant au national qu'à l'international. Et bien sûr, en deuxième bloc, et peut-être même prendrons-nous un peu plus de temps pour, disons, tout ce sujet qui est la géopolitique du Québec. Donc, bien sûr, nous avons, dans les émissions précédentes, déjà abordé un peu le sujet sous certains angles bien spécifiques. Mais là, nous allons vraiment en profondeur. On y va à pieds joints dans le sujet, la géopolitique du Québec et bien sûr toutes les influences et par la compréhension, les opportunités qu'elle peut nous offrir dans le combat souverainiste. Il est certain que je vais répéter des choses que j'ai déjà dites dans les autres émissions, mais Voltaire disait « Oui, c'est vrai que je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter jusqu'à ce que vous l'ayez compris. » Alors, comme les Québécois ne sont pas au courant de ce que je dis, parce que c'est pas défendu par les politiciens, c'est volontairement pour se faire lire, ça l'ai déjà dit, alors le résultat, c'est qu'il faut le répéter, il faut le dire, puis il faudrait le répéter plutôt 1000 fois qu'une, pour que ça rentre, que les gens comprennent qu'on perd des milliards, que c'est payant l'indépendance. Tout à fait. Et ça, c'est pour ça que je suis là, moi. D'ailleurs, vous le savez même mieux que moi, étant donné que vous avez déjà plusieurs années d'expérience en termes avec votre chaîne YouTube dans un premier temps, donc vous faites des interventions publiques depuis plusieurs années. Vous n'êtes pas sans savoir que disons, la pierre... la clé de voûte, disons, de tout le combat, il est d'abord informationnel. Finalement. C'est une guerre d'information. Il faut pouvoir, imposer jusqu'à un certain point dans l'espace public notre vision du monde afin de faire comprendre au plus grand nombre où est leur intérêt objectif à la majorité. Je vais ajouter une chose à ce que vous venez de dire qui est très importante. Quand on parle d'actualité, les gens ont dû noter qu'on parle de l'international, on parle du Québec, et c'est volontaire. C'est que l'idée, c'est que de faire comprendre aux Québécois que le Québec, c'est un pays international, commercial, ouvert sur le monde, et qu'on est impliqué, imbriqué de façon importante à ce qui se passe dans le monde international, et que ça a toujours été le cas. Effectivement. Alors, comme ça a toujours été le cas, il faut que les Québécois apprennent à penser normalement et arrêter de regarder les problèmes qui ont été créés artificiellement par le Canada anglais au Québec, qui sont très graves, c'est pour ça que ça prend beaucoup de notre temps. Oui. Mais commencer à regarder à tous les avantages d'ouvrir sa pensée sur le monde international, parce que quand on va être indépendant, la première chose qu'on va faire, c'est de sortir du Québec et d'aller nous mêler des problèmes internationaux. Exactement. En fonction de nos intérêts, en fonction de notre idéologie, en fonction de nos valeurs, et qu'on va jouer un rôle, je pense, très important au niveau international, parce qu'on est un peuple mixte. Hein? Tout à fait. Des francophones sur un continent anglophone, un peuple blanc qui a été écrasé par des Européens,
un peuple qui va faire son indépendance, qui va être obligé de la faire. Il y a plein de choses originales qu'on a. Nous, on a un problème à régler. En fait, c'est le monde entier qui a un problème à régler avec les Autochtones, mais nous, on va les régler en premier. Puis comme je dis souvent, c'est ce que je disais à Stuart Mayhew, le Mohawk pour l'indépendance. J'ai dit, on va régler le problème au Québec avec les Autochtones, pas pour aller chercher des votes, parce que c'est bien. Puis un coup qu'on aura fait tomber le premier domino au Québec, on va faire tomber le deuxième domino au Canada, en exigeant un traité de réciprocité. Puis ensuite, ça va se répercuter dans le monde entier. Le Québec a un rôle important à jouer dans le monde entier. Il y en a un qu'on a déjà joué, que les Québécois ne savent pas, c'est l'affaire du référendum. Oui. C'est devenu une référence mondiale. Une indépendance dépend, son acceptabilité dépend d'un 50% plus 1. Et c'est pour ça que l'Espagne a empêché les Catalans de voter. Parce que s'ils avaient voté, ils auraient voté oui. Oui, ils voulaient briser la légitimité du vote. Bien sûr. Et encourageaient, disons, les Espagnols au boycott et ainsi de suite. C'est ça. Mais ça, c'est le truc. C'est que en démocratie, ce qui décide de tout, la seule chose qui soit au-dessus de la Constitution canadienne au Canada, c'est le vote populaire. Et la Cour suprême du Canada, qui juge la Constitution canadienne, a dit que le projet d'indépendance québécois, était légitime. Alors, ça veut donc dire que le projet d'indépendance fait désormais partie indirectement de la Constitution canadienne, puisque c'est un jugement de la Cour suprême dont le travail est de juger de la Constitution canadienne. C'est très important, ce jugement. Et je vais en parler dans les émissions futures. Nous, l'Espagne n'avait pas d'entente avec la Catalogne. L'Angleterre avait une entente avec l'Écosse. Oui, nous, on n'avait pas d'entente avec le Canada anglais. Mais depuis qu'ils ont été chercher, ça c'est les fédéralistes qui ont fait ça, en fédéral, ils ont été chercher l'avis de la Cour suprême, on a une entente avec le Canada, à travers la Cour suprême, qui dit qu'ils sont obligés, que c'est légitime. Vous voulez dire par la loi de la clarté? Non, par l'arrêt de la Cour suprême sur le code de la sécession du Québec. Il faut lire l'arrêt. Ils disent, d'abord, ils n'ont pas tenu compte de la loi internationale, parce que ce n'est pas leur rôle. La Cour suprême ne doit répondre qu'aux questions qu'on lui pose sur la Constitution canadienne. Ils n'ont pas le droit de répondre ailleurs. Ils n'ont pas le droit de répondre. Si vous posez une question sur l'indépendance du Québec, ils n'ont pas d'affaire à donner leur opinion sur l'avortement, parce qu'ils n'avaient pas posé la question. Alors, ils ont dit que c'était légitime. Ils ont laissé de côté la loi internationale. C'est légitime, donc c'est correct. Il n'y a rien d'immoral, de mal. D'illégal, oui. D'illégal, ça fait partie maintenant de l'entente avec le Canada, et qu'ils sont obligés de négocier de bonne foi si on obtient une majorité claire à une question claire. En posant la question claire, si on va chercher une majorité claire, ils sont obligés de négocier. Ça, c'est la première fois. Trudeau disait en 80, il disait à René Lévesque, oui, vous demandez un mandat de négocier, mais moi, j'en ai pas. Je n'ai pas de mandat de négocier. Vous allez vous asseoir devant une chaise vide si vous gagnez votre référendum. Oui. Alors que là, maintenant, ils sont obligés de négocier. En tout cas, on en reparlera dans d'autres émissions. Mais croyez-vous, en terminant sur ce sujet, que l'Écosse soit disons, la bonne avenue? Ce que l'Écosse a fait? Oui, mais l'Écosse, en passant, c'est une très bonne avenue que l'Écosse a fait. Ils ont voté non, malheureusement pour eux. Oui. Mais l'Écosse n'avait pas les avantages que le Québec a. Moi, je le dis souvent aux gens, le Canada anglais refuserait totalement de négocier avec le Québec. Il ferait ce que Trudeau a fait, parce qu'on deviendra trop puissant. Présentement, on a la puissance, je pense que je l'ai dit l'autre jour, ils ont mis l'égalité des provinces, ils ont dévoyé la notion d'égalité. Au lieu de l'égalité des citoyens, alors on est 8 millions, ils ont mis l'égalité des provinces, ce qui fait qu'on a la même puissance que l'île du Prince-Édouard, qui est 56 fois moins peuplée. Exact. Alors, dès qu'on vote oui, on devient notre puissance. On est déjà 56 fois plus puissant. Puis en plus de ça, on contrôle toutes les communications du Canada de l'Est à cause de la vallée du Saint-Laurent. Fait qu'on est littéralement au moins 100 fois plus puissant. La minute après que Radio-Canada aura dit, si la tendance se maintient, le oui va gagner. Quand on est puissant, on devient riche. C'est ça qu'il faut expliquer à la population. C'est ça que je m'efforce de faire. Mais pour ça, il faut changer les mentalités. Alors, passons au premier volet de notre... Ben voilà, donc sur l'actualité, vous aviez-vous 2 sujets que vous aviez retenus cette semaine? Donc je vous laisse ouvrir le bal. Je préférerais commencer par parler on parlait de Trump. Parce que, commençons à l'international. À l'international, encore une fois, le Québec est dans la mélasse au niveau international. Il faut très bien comprendre qu'on est là-dedans, c'est très important pour nous. Donald Trump, ce qui est arrivé, il a menacé la Syrie
D'abord, la Syrie, la Russie et la Chine se sont déclarés solidaires. Puis c'est presque la même chose avec d'autres puissances. Là. Bon. Puis Trump a dit, parce qu'il y a eu des attaques au gaz en Syrie, qui ne regardent absolument pas les Américains, c'est un crime contre l'humanité, mais ça ne regarde pas les Américains du tout. Trump a dit, on va envoyer des missiles. Ce qui est arrivé, c'est que les États-Unis, je vais en parler à la fin de la deuxième partie, les États-Unis, c'est une puissance maritime, c'est la plus grande puissance du monde. Exact. Militairement, les États-Unis sont au moins aussi forts que la Russie, plus la Chine, plus la Syrie. Oui. Sinon, plus fort. En tout cas, au niveau budgétaire, très certainement. Oui, mais au niveau budgétaire, c'est parce qu'ils payent très cher leurs soldats. Là. C'est pas exact. Ça. C'est vrai ce que vous dites, c'est pas exact. C'est que la vérité, c'est que ce qui est important de calculer, c'est ce qu'on appelle en économie le PPP, le Purchasing Power Parity, c'est-à-dire la parité de pouvoir d'achat. Oui. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est combien de soldats les Chinois peuvent payer. Ils payent $5 de jour, je ne sais pas combien. Les Américains, ils payent les soldats 40 000, puis ils ont des trucs jusqu'à la fin de la vie s'ils sont malades à cause des chocs post-traumatiques. Ben ça fait des grosses dépenses. Mais les Américains, qui ont un plus gros budget militaire que les 12 puissances suivantes, y compris la Chine et l'URSS, ben, ils n'ont pas 12 fois plus de soldats, ils n'ont pas 12 fois plus d'avions, c'est ça que je veux dire. Ils investissent sur des technologies, disons, un peu... Oui, ils sont très forts, les Américains sont très puissants. Mais les Américains, c'est une puissance maritime qui ont investi au niveau maritime, au niveau des avions, c'est-à-dire tout ce qui est loin, là, parce qu'ils projettent leur puissance, alors que les autres, eux autres, ils dépensent en tanks, en armement de soldats, en protection des frontières. Bon. Tout à fait. Alors, ce qui est arrivé en Syrie, c'est que les Américains, là, sont blessés. Ils sont pas blessés à mort, ils sont blessés gravement. Là, leur économie est atteinte. Ça ne marche plus aux États-Unis. C'est pour ça qu'ils ont voté pour Trump. Ils ont subi de nombreux revers sur le terrain en Syrie et en Irak. Ils ont dépensé plus de... je pense que c'est plus de 5 000 milliards de dollars. Ah oui, depuis 2003. Oui, mais il y en aurait eu assez pour réparer... C'est Trump qui a dit ça. Il y en aurait eu assez pour réparer les infrastructures aux États-Unis. Oui. Mais on va dire 2001, hein, l'Afghanistan, qui est d'ailleurs, à ce jour, de l'histoire des États-Unis, la guerre la plus longue qu'il a menée. Puis ça finira jamais. Là, ils vont continuer. Là, on veut dire, c'est de l'idéologie. Là, puis c'est de l'idéologie religieuse. Il y a quelqu'un qui a dit la religion est plus forte que l'État. Je ne le crois pas, parce que les religions finissent par disparaître. C'est que simplement une religion qui est forte, comme l'islam, qui se base en fait sur le fait qu'il y a beaucoup de paysans qui arrivent en ville. C'est ça qui arrive avec l'islam. Vous avez beaucoup de paysans, des ignorants. Les autres, c'est la foi du charbonnier. Là. Il croit à ce qu'on lui a dit à la mosquée, puis c'est Dieu, puis il va être puni. Fait que le gars, il n'est pas instruit. Ces gens-là arrivent en ville avec beaucoup d'enfants. Ça fait une force énorme. Mais je vais en parler dans la deuxième partie de l'émission. Le résultat de ce qui se passe actuellement, notamment dans le monde musulman, c'est un effondrement de la natalité généralisée. Catastrophique, en fait. C'est catastrophique dans le reste du monde. Les Maghreb, Moyen-Orient compris, et ainsi de suite. Tout le monde, ils ne sont pas tous rendus à 2,1 enfants, c'est le remplacement des générations. Exact. Mais il y en a plusieurs pays qui ont passé en dessous, puis après, ça continue. OK. Singapour est arrivé à 0,8 à un moment donné, enfants par femme. Ça n'a pas de fin. 0,8, ça veut dire quoi? Qu'en une génération ou deux, la pyramide des âges s'effondre? Je disais ça aux Allemands quand j'étais en Allemagne en 1978. Si vous ne faites pas d'enfants dans un siècle, il n'y a plus d'Allemagne, c'est ce que dit les statistiques. Bien sûr. Ça n'arrivera pas parce que les êtres humains, la raison pour laquelle l'histoire est si difficile à prévoir, c'est parce que les êtres humains réagissent à l'histoire. Exactement. Alors, c'est une des raisons pour laquelle on peut faire facilement l'indépendance au Québec. Les gens sont angoissés, puis là, ils veulent régler le problème, puis là, ils vont réagir. Et bien sûr, on sait que, disons, en cas de guerre, il y a vraiment des phénomènes sociaux assez étonnants. On en avait parlé d'ailleurs la semaine dernière. Le suicide tombe pratiquement à zéro dans le cas où on est en guerre. Et bien sûr, on voit toujours un baby boom, disons, qui suit des grands conflits. Pas après la Première Guerre mondiale, mais vous avez raison. Généralement, ça stimule la natalité. Ce qui arrive, c'est que les gens n'ont pas fait d'enfants. Ouais. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était 5 ans, ils se battaient. Ils étaient à l'étranger. Tout à fait. Quand les gars sont venus, ils se sont mariés. C'était les épousailles d'avril. Les gens se sont mariés à tour de bras. Oui, c'est vrai. Il y avait des grosses cohortes de gens. On appelle ça un écho. Là. C'est un écho du fait que les gens n'ont pas eu d'enfants, puis ils ont tous d'un coup. Je comprends. Et c'est un phénomène sociologique aussi. Quand vous vivez, beaucoup de Québécois, d'Occidentaux, ont oublié le plaisir que c'est d'avoir des enfants. Pour eux autres, c'est juste des dépenses, c'est du trouble, ils pleurent, ça crie. Non, les enfants, ça donne un sens à la vie, ça enlève
toute l'absurdité du monde. Effectivement, C'est quelque chose qui projette dans l'avenir. Ça devient... On est programmé pour ça. Puis il y a un bonheur que les gens tirent de ça. Bon, tout à fait. Pour en revenir à l'affaire de Trump, les Américains sont blessés économiquement. Ça va très mal. C'est pour ça qu'il a commencé une guerre avec la Chine qui va gagner, parce que les Chinois, ils volent la technologie, ils cassent les prix, ils jouent avec le yuan, la valeur du yuan, pour essayer d'exporter le plus possible. C'est tous des trucs qu'ils utilisent. Puis moi, j'ai vécu en Chine. Les Chinois, c'est un bon peuple, pacifiste. Travaillant. Pacifiste, très travaillant, très intelligent, des belles qualités, complètement en sécurité quand vous êtes en Chine. Oui. Très peu de possibilité de se faire attaquer à coups de couteau comme on voit en Afrique ou ce qu'ils ont laissé rentrer en Europe. Là. Oui. Des joueurs de couteau et des pickpockets. Ils n'avaient pas ça en Chine. C'est un peuple qui a des belles qualités, mais ils ont un défaut, c'est qu'ils sont tricheurs, sont menteurs, c'est ça, là. C'est dans ce domaine-là. Là. Pour faire de l'argent, ils font n'importe quoi. Alors, ils ont triché. Par exemple, ils obligent les compagnies comme Elon Musk qui veut lancer ses Tesla en Chine. Oui. Toutes les compagnies sont obligées de prendre un Chinois comme partenaire à 50%. Ben, les gars, ils prennent la technologie. Oui, ça me fait penser à l'Arabie Saoudite un peu. Oui, mais eux autres, c'est au niveau économique. Les Chinois, c'est un bon peuple. Là. Ils ne veulent pas attaquer. Quand les Chinois sont attaqués... Ce que je veux dire, c'est que cette politique particulière-là me semble être un peu calquée par rapport aux Saoudiens, qui, eux, chaque personne, chaque étranger qui arrive travailler là-bas est jumelé avec un travailleur saoudien qui, lui, va récolter ça, c'est la suite de l'esclavage auquel les Arabes d'Arabie Saoudite ont été habitués pendant des millénaires. C'est que ça permet à un Saoudien d'avoir un esclave qui travaille pour lui, saisir son passeport, puis il ne paye pas quand le gars il le met dehors, parce qu'il est un mauvais travailleur, va-t'en chez vous. On a des travailleurs indiens, des Bengalais. C'est du vol, c'est quelque chose de laid. Hein? C'est très très laid ce qu'ils font en Arabie Saoudite. C'est pas beau. Là. C'est nos alliés parce qu'ils vendent du pétrole, mais c'est vraiment pas beau. C'est même inacceptable. Puis c'est même honteux que nos gouvernements défendent ça. En tout cas, pour en revenir à l'affaire de Trump, les États-Unis sont blessés, sont obligés de revenir chez eux, de devenir isolationnistes, parce que là, il faut qu'ils remettent leur économie sur pied, ce qui n'est pas fait, puis ça va être très long, parce que les infrastructures sont détruites. Puis comme les Américains essayent de sortir du Moyen-Orient, que leur a coûté trop cher, ben là, ils se font baver. C'est-à-dire que les Chinois, les Russes, c'est une petite puissance, la Russie, là, c'est pas fort là, au niveau économique. Ils ont beaucoup de pétrole, mais c'est pas fort. C'est à peu près 140 millions d'habitants, le PIB... Ils ont beaucoup de matières premières. Il y a des bonnes qualités, les Russes. Là. Tous les peuples, c'est pas vrai. Là. Les Mongols de Gengis Khan, c'était des salopards. Salopards à la puissance 100, toute la gang, les 200 000, c'était des assassins, des violeurs, des massacreurs. C'est pas vrai que tous les peuples sont bons. J'en glisserai d'ailleurs peut-être un mot tout à l'heure par rapport... je vous ai parlé d'un livre de Gérard Chaliand concernant les nomades. Il parle d'ailleurs énormément des faits de ces gens. Les Russes, surtout Poutine, Poutine il a voulu remonter la Russie. Il l'a fait. Il n'a pas réussi à rétablir la natalité parce que c'est un problème urbain, la dénatalité. Les pays urbanisés ont des problèmes de natalité parce qu'ils sont très riches. Puis les gens échangent les enfants pour des voitures. En tout cas, c'est un problème de dénatalité qui est partout dans le monde. Même si ça n'a rien à voir avec la race, les Japonais sont comme ça, les Coréens du Sud. Bon. Donc c'est vraiment l'environnement urbain dans un premier lieu. L'urbanisme puis l'éducation. Puis le fait que les gens peuvent devenir riches sans avoir d'enfants. Les enfants, c'est une dépense, c'est ça que je disais tantôt. Alors que les gens n'ont pas compris que les enfants, c'est des pensions de vieillesse ambulantes. C'est eux qui font vivre leurs parents. Puis notre génération, plus la vôtre que la mienne, votre génération va le vivre. C'est vos enfants qui vont vous faire vivre parce qu'il n'y en aura plus de pensions. Les pensions vont sauter. Quand il y a une crise économique comme celle qui s'en vient, ils prennent l'argent là où il est, notamment dans les fonds de pension. Ça va tout s'évaporer, ça. Donc, disons, si les fonds de pension arrivent à sec, c'est les enfants qui vont faire vivre leurs parents. Puis ceux qui n'auront pas d'enfants, ils vont manger de la melasse puis des bines à longueur d'année parce qu'ils vont recevoir rien du gouvernement. Donc, on pourrait faire l'hypothèse qu'à ce moment-là, la natalité regrimpera à des niveaux plus intéressants. Comme je disais tantôt, les gens réagissent. Fait que quand vous allez trop loin, au Québec, ça va trop loin avec l'immigration, il y a trop d'immigrants, alors là, les gens sont angoissés. Si vous leur proposez une solution pour sortir de ça, ben ils vont. Puis ça va être une surprise, c'est un raz-de-marée. Ça se produit avec Trump aux États-Unis. Alors, pour en revenir à Trump, encore une fois, les Russes qui sont sortis, ça va beaucoup mieux qu'avant, même démographiquement. Ben là, Poutine s'amuse à dire nous autres, on est une superpuissance, puis les États-Unis, si vous lancez des missiles, on va toutes les détruire. Mais là, ça s'appelle en anglais to call the bluff.
exact. Il a calé le bluff. Parce qu'ils ont menacé de couler les aéronefs ou les navires qui lanceraient des missiles contre le gouvernement syrien. Ils seraient balayés. Les Américains ont des bases partout autour, en Grèce, partout. Ils seraient balayés, les Russes. Vous savez que sur les réseaux, c'est effervescent depuis quelques jours. Hein? Oui, mais d'ailleurs, c'est dangereux ce qu'ils jouent là. Oui, là, bien sûr. Trump, c'est un homme d'affaires. Il est habitué à faire ça. Il menace, il commence. Puis là, quand l'autre prend peur, il dit, ben oui, mais moi, je vais être ton ami. Il a fait ça avec la Corée du Nord. Il dit qu'il est prêt à parler avec Kim Jong-un. Puis là, il fait ça avec Poutine. Il dit, non, moi, je suis bien prêt à être ami. Mais fait que là, ce qu'il fait, Trump, c'est qu'il colle le bluff. T'as bluffé, là, tu dis que t'as un carré d'as dans les mains, ben c'est moi qui l'ai le carré d'as, puis je vais t'écraser. Fait que là, le danger, c'est que Poutine perde la face. Fait que quand tu te retrouves face au danger de perdre la face, ben là, ils sont obligés de s'entendre. Fait qu'il y a une possibilité que, moi, je pense que les Américains vont lancer des missiles, puis que Poutine puis Trump vont s'entendre. Mais ce que Trump veut éviter de faire, c'est qu'il humilie les États-Unis, comme ils ont fait en Iran, parce que c'était Jimmy Carter qui était là en 1979, quand ils ont kidnappé les Américains pouvaient balayer l'Iran en une demi-heure. Tous les armes qu'il y avait. Les bombes atomiques. Ils l'ont pas fait parce que Carter était faible, un président faible. Puis Trump, c'est pas ça qu'il veut. C'est l'Amérique d'abord. Fait que là, il dit non, là, vous commencez à nous baver, je vais y aller. Puis essaye, vas-y. Mais ce sera très dangereux, ça, dans un climat de bombe atomique. Puis Poutine, il n'a pas le goût d'une guerre atomique, puis les Chinois encore moins. Non, je pense qu'il n'y a pas grand monde. Ce qui se passe, c'est simplement ça. Il a appelé le bluff. Oui, exact. Il dit que t'es bon, il va te battre, c'est juste ça. Mais d'ailleurs, j'aimerais, pour ajouter un peu d'informations là-dessus, dans le Devoir, bien sûr, ils en parlent aujourd'hui. Et ils ont mis les deux tweets qui ont été envoyés aujourd'hui par Donald Trump ce matin. Et donc, je vais traduire simultanément, mais la Russie menace de descendre tous les missiles qui seraient tirés vers la Syrie. Préparez-vous la Russie, parce qu'ils vont venir, ils seront beaux, ils seront intelligents, entre guillemets, c'est-à-dire très technologiques. Vous ne devriez pas vous allier avec un tueur au gaz, un animal qui tue son peuple et l'apprécie. Bon, on voit un peu le ton qui est donné, et ensuite, un peu plus tard, il a continué en disant que notre relation avec la Russie est pire que jamais. Et ça inclut la guerre froide, dit-il. Donc, quand même, il y va de grandes menaces. Il dit il n'y a aucune raison d'en arriver là. Ce serait beaucoup plus facile, disons, de s'entendre, étant donné que toutes les nations ont besoin de travailler ensemble. Dernière phrase, devrions-nous stopper la guerre, la course aux armements? Point d'interrogation. Donc c'est drôle, c'est un peu un écho à ce que Vladimir Poutine disait, bien sûr, par rapport aux nouvelles technologies russes qui pourraient éventuellement contrecarrer les Américains. Mais le vrai danger de nos jours, j'en ai parlé l'autre jour, c'est les sous-marins nucléaires. Oui. Ils peuvent entre-détruire les missiles. D'ailleurs, aujourd'hui, ils ont des lasers. Il y en a plusieurs en fonction dans l'armée américaine, sur des tanks et sur des bateaux. Oui. Il n'y en a pas encore sur des avions. C'est parce qu'il faut miniaturiser les sources d'énergie. Oui, tout à fait. Les Chinois en ont également. Puis il y a toutes sortes de développements qui se font. Mais si vous commencez une guerre, la guerre, c'est la montée aux extrêmes. Oui. Alors, si on commence une guerre, ben là, juste une bombe atomique, ben, je vais envoyer une deuxième, une troisième, une cinquième, tout explose. Mais vous savez qu'on est, jusqu'à un certain point, certains disent qu'on est déjà dans une guerre de basse intensité, une guerre par personne interposée, jusqu'à un certain point. Ça a été, parce que la guerre froide, c'est fait sur des terrains secondaires, parce que, comme je l'ai expliqué, la Russie, c'est une puissance continentale, comme un éléphant qui vit dans... Puis les États-Unis, c'est une puissance maritime comme une baleine. Un éléphant et une baleine n'ont pas de raison de se battre. Alors, comme c'était une guerre idéologique, morale, ça va suivre avec les autres... Vous voulez dire la guerre froide à l'époque? Oui, la guerre froide, c'était qu'ils disaient que le communiste était mauvais. Les communistes disaient que le capitaliste était mauvais. Oui, exactement. Alors, c'était à base... Parce que les êtres humains ont un cerveau, il y a un côté moral très fort. Oui. La règle d'or qui dit « ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas que les autres te fassent », ben ça, on commence toujours... Ils disent même aux États-Unis que les États-Unis n'ont jamais entrepris une guerre sans avoir, non pas prouvé, mais dit et répété que c'était eux les bons gars, de façon à se grouper
toutes sortes Ouais. d'alliés, parce que c'est une puissance tout à fait. maritime. Les Américains n'ont pas d'ennemis proches. Alors, ils ont intérêt à utiliser la moralité pour se regrouper des gens qui disent, regardez, la puissance centrale, elle vous menace. Et ça fait bien sûr partie de toute la stratégie américaine du soft power, comme on dit. Qui est extrêmement puissant. Quoique est en train de baisser. Là. Moi, ce que j'ai vécu dans les autres continents, c'est que les cochonneries d'Hollywood, là, Ouais. Oh, les oui. meurtres, puis le sexe notamment, toutes les affaires de drogue, de sexe, de violence, là, les gens... Écoutez, c'est quelque chose de fantastique. Les Chinois refont les films américains. Ah oui. Dans le passé, les Américains ils refaisaient les films français comme s'ils étaient mal faits. Oui, Les oui, films oui, je sud-américains, c'était mal fait. Par exemple, les gars qui s'étaient écrasés dans les Andes, Oui. ils ont fait un film, Oui. ils ont dit non, c'est pas assez bien fait, ils l'ont refait les Américains. Bon, alors là, c'est les Chinois qui le font pour enlever toutes ces séquelles-là. Des Ouais. gars qui se droguent. Le héros se drogue. Le héros prend de la cocaïne, puis il sniffe ça. Les Chinois, ils disent c'est le héros. Et c'est souvent le scénario du personnage un peu iconoclaste. C'est ça. Mais ça, les autres individuel. civilisations, là, ils sont vraiment écœurés. D'ailleurs, comme la majorité des Occidentaux, par la décadence occidentale. Ouais. C'est des choses qui nous mettent mal à l'aise. Bon, alors le Oui, résultat, c'est que le soft power américain est en déclin parce que les gens n'écoutent plus. Puis là, c'est même l'inverse. Aux États-Unis, ça a commencé à reculer. Là, Effectivement, Hollywood, dès les chiffres de 2016 déjà, il y avait des grosses baisses de l'ordre d'à peu près Pour les Oscars. 15-20%. Oui, les gens qui écoutent de moins en moins les Oscars. Ouais, c'est ça. Et bien sûr, les blockbusters Puis il y a toutes les fonctionnent de moins en moins. prêchats anti-Trump, puis les Américains, c'est des salauds, puis les Blancs sont coupables. Puis ça, là, les gens, là, ils en ont assez. Là, Moi, personnellement, là, et je vois ça, puis je change de poste. Là, ça me fatigue. Là, comme je l'ai dit, là, la rectitude politique, c'est devenu une idéologie criminelle. Puis on en a plusieurs exemples. D'ailleurs, on va tout de suite enchaîner avec les autres. On a 4 petits cas de valeur morale qui concernent la moralité. Oui, bien sûr. Donc, nous passons au deuxième bloc. Oui, on fait une transition qui est douce parce que ça va Très ensemble. bien. C'est simplement, il restait 2 sujets. Je ne sais pas si on en reparle une autre fois. 4 sujets. En tout cas, il va falloir passer à la deuxième Oui, partie. je comprends. Concernant l'actualité. Concernant l'actualité, oui. Ben écoutez, Bon, donc, d'abord, allons-y. le Parti québécois a annoncé que lors de la prochaine campagne électorale, ne parlerait pas d'identité. Tout à Bon, fait. là, non seulement ils ont laissé tomber l'indépendance, mais ils ont laissé tomber les Québécois. Oui. Bon, parce que c'est nous ici, là, comme je dis souvent aux immigrants que je rencontre, je leur dis, whoop, les boys, c'est les Autochtones, puis nous qui avons été attaqués, là. Parce qu'on Exactement. est traités comme les agresseurs. Les anglophones au Québec, ils disent qu'ils sont persécutés. Ils sont persécutés avec 3 universités, 6 cégeps, 18 hôpitaux, Oui. avec le gouvernement fédéral, la Cour suprême qui les protège, la loi 101 qui a été émiettée. Les immigrants qui rejoignent Ça, c'est parce que les massivement immigrants, ils leur rejoignent. culture. D'abord, ils se font tromper Oui. par la propagande. Puis deuxième Oui, oui. des choses, ils vont avec les riches, ils se collent aux riches, ils sont venus ici pour devenir riches. Mais c'est immoral. S'ils savent qu'ils font ça de façon volontaire, c'est immoral. Et d'ailleurs, je soupçonne qu'il y en a beaucoup qui font de la culpabilité par rapport à ça. Ils savent que c'est les mêmes qui les ont envahis, qui les ont massacrés, qui les ont tués dans leur pays, puis ils viennent ici, puis ils les aident. On a parlé de ça, c'est les pieds noirs du Québec. Ça, c'est pas joli, là. Bon, notamment du côté des Algériens qui l'ont vécu avec les pieds noirs. C'est une analogie très intéressante. Oui, mais c'est carrément ça. Mais le PQ ne veut pas en parler. Fait que le PQ a complètement laissé tomber l'indépendance. Ils le remettent dans 10 000 ans, c'est-à-dire quand on va être minoritaire. Minoritaire dans 30-40 ans. Ouais, quand on sera bien sûr d'avoir plus aucune chance. Fait que là, il n'y a plus de danger. Ils peuvent faire le référendum. D'ailleurs, le moment où le référendum va devenir urgent pour le Canada anglais, pour le Parti libéral du Québec, tout le monde, c'est quand on va être en bas de 50% pour être fini. Ah oui, bien sûr. Fait que là, on se débarrasse du problème. En passant, c'est faux, parce que l'indépendance, ça va être payant, même si on remplaçait tous les Québécois par des Martiens. Parce que c'est la géographie qui fait que le Québec, ça va être payant, l'indépendance. Oui, vous le dites souvent, c'est Alors, très différent. comme le PQ ne défend plus l'identité, ben là, on en arrive à la deuxième chose, c'est que la ministre Vallée, Stéphanie Vallée, a dit que la CAQ était un parti raciste parce qu'il défendait les familles blanches. Et ça, voilà. c'est quelque chose de tout à fait inacceptable. C'est ça que je dis quand je dis que c'est du racisme qui se cache derrière l'antiracisme. Rien de moins. Quoi est-ce qu'elle se mêle de parler de couleur de peau? Incroyable. Hein? De dire que dans le pays des... Parce que quand elle dit ça, là, les familles blanches, elle parle des Québécois de souche. Exact. De qu'est-ce qu'elle a à dire que c'est mal de défendre les Québécois de souche dans leur patrie? Ouais. C'est quelque chose de renversant
d'inacceptable, puis ça passe comme du beurre dans la poêle parce qu'ils s'attaquent à des Blancs. C'est nous les agressés, c'est eux qui nous ont agressés, c'est eux qui essaient de détruire leur patrie pour l'empêcher de se défendre, c'est eux qui essaient de nous faire disparaître depuis 260 ans. C'est écrit dans des rapports, c'est écrit dans des livres, dans des articles. C'est eux qui font le mal, mais c'est nous. C'est ce que je dis quand je dis que les Québécois, leur grande force, c'est le point de vue moral, parce qu'on est une superpuissance morale. On n'a à peu près rien fait des crimes contre l'humanité que les autres peuples ont fait sur la planète. Tout à fait. Ils cherchent des petites miettes. Il y a eu des esclaves. Oui, il y en a eu des esclaves en Nouvelle-France. C'est des esclaves de maison. Mais c'est vrai que c'est arrivé. C'est vrai qu'il y a eu Adrien Arcan, par exemple, à la Deuxième Guerre mondiale, mais des Québécois dont mon nom s'est fait blesser pour lutter contre les nazis. Puis j'ai été voir bon, tous les arguments sont en notre faveur. J'ai souvent dit, je le répète, que l'idéologie fédéraliste, là, au niveau intellectuel, c'est une pauvre chose, c'est facile à prouver. Alors, le PLQ se permet de nous regarder de haut, puis ils accusent la... Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça, la Minnesvalais? La raison est simple, c'est que les statistiques montrent que maintenant qu'ils nous ont vaincus, parce qu'ils sont persuadés que ça, les Québécois sont vaincus, sont trop faibles pour pouvoir se défendre, ils ont noté dans les statistiques qu'il y avait une érosion du vote immigrant qui se dirigeait vers la CAQ. Parce qu'ils sont tannés des gens désagréables comme la Minnesvalais, comme Barrette, comme Couillard. C'est des gens désagréables, des personnalités désagréables. Puis c'est pas parce que je suis indépendantiste, je dis ça. Ils sont désagréables. Les médecins, vous devriez les entendre parler contre Barrette. Ils sont pas un peu en maudit, puis ils critiquent parce qu'il était gros. Un médecin gros, il faut que vous soigniez votre santé, puis il était gros, ça valait à fou. Bon, mais il y a beaucoup d'arrogance en ce moment de la part du Parti libéral. C'est parce qu'ils ont gagné. Ils sont persuadés de ça. Puis le PQ leur dit qu'ils ont gagné parce qu'ils disent on va cacher l'indépendance, on n'en parlera plus jamais parce qu'au bout d'un mandat, ils vont dire on n'a pas de pourcentage, donc il faut se faire élire, donc on n'en parle pas, puis ça va continuer. Donc, tout le monde a compris qu'ils ont laissé tomber. Et c'est là où en plus de ça, ils disent nous, on ne parlera pas d'identité parce que c'est dangereux. C'est des boulets, ça. L'indépendance, l'identité, défendre son peuple, ça, c'est mauvais, ça. Fait qu'il faut aller toujours vers... il faut aller défendre les Botswanais avant de défendre les Québécois de souche, qu'ils aillent au diable, le PQ. S'ils ne veulent pas faire leur travail pour lequel ils ont été élus, on les élit pour qu'ils défendent nos intérêts. On ne parlera pas d'identité. Ça veut dire qu'on ne défendra pas les Québécois de souche. C'est ça que si les gens n'arrivent pas à traduire, je le traduis, là, moi. Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est inacceptable. Et la raison pour laquelle le PLQ fait ça, il demande à une Québécoise de souche d'accuser la CAQ de racisme à cause des familles blanches, c'est un message qu'il envoie au groupe ethnique. Revenez au Parti libéral, c'est nous qui allons vous défendre. Parce que ce qui est arrivé, c'est que la CAQ, c'est devenu le défenseur des Québécois. Ils commencent à dire la vérité, la CAQ, pour aller attirer le vote indépendantiste. Ils avaient parlé de hausse de natalité, de la natalité au Québec. C'est essentiel. Puis, de baisse d'immigration, ils parlent de baisser l'immigration à 40 000. Moi, je le dis, je le répète, il n'y a aucun mal, il n'y a rien d'immoral à refuser totalement l'immigration, à la baisser ou à choisir ses immigrants. C'est une prérogative des propriétaires du territoire. Le pays est à nous. Tous les pays, tous, TOUS, tous les pays du monde font ça. Ils contrôlent leurs frontières, contrôlent leur immigration, contrôlent leur économie. Il n'y a rien de mal à le faire, mais ils ont mis dans la tête des Québécois que c'était du racisme de refuser l'immigration. Pour se faire élire, là, la CAQ, ils disent on va juste baisser de 50 000 à 40 000. Vous voyez, on n'est pas trop raciste. C'est tout le discours dominant qui dit qu'on est des salauds, puis eux autres, c'est les bons. Puis ils défendent les bons, ils défendent les pauvres Noirs qui sont massacrés, qui ont toujours été massacrés au Québec. Ben non, on n'a rien fait aux Noirs. On n'a rien fait aux immigrants, c'est le contraire, on les a accueillis généreusement dans notre patrie. Et si nous avons le devoir moral de les défendre, parce qu'on a le devoir moral de les défendre et de les protéger, eux ont le devoir moral de nous aider à faire l'indépendance parce qu'ils savent que c'est payant. Oui. Maintenant, ça c'est la raison pour laquelle le PLQ a dit ça, par la bouche de la ministre Vallis, pour ramasser le vote immigrant parce que leur coalition est en train de se détériorer. Oh oui, absolument. Et sans ça, disons-le, et rappelons-le, que 16% des Canadiens français, disons, votent pour le Parti libéral du Québec. Oui, mais ça fait quand même 16%. Oui, effectivement. Le pouvoir, c'est un montage. Oui, on prenait toutes sortes de petits morceaux, mettait ça ensemble,
Ça donne C'est le clientélisme jusqu'à un certain point. C'est tout le temps ça. Puis pour ça, je parlais de la loi de convergence. C'est que tout le monde se dirige vers le centre. Oui. Essayer d'aller chercher les indécis, là, les mous, en fait, les gens qui ne savent pas trop, qui n'ont jamais réfléchi à ça, puis qui votent parce que l'autre a une moustache ou parce qu'il y a des beaux bébés. Ou une canne. Ou Justin Trudeau, qui dit toutes sortes de sottises à la grandeur du monde sur Internet. Là, tout le monde se moque de lui sur la planète. Ben oui. Parce qu'il s'habille un Indien qui a dit on s'habille pas de même, les autres en Inde. Puis toute la famille habillée, qui fait le namasté, là, tu sais, puis il se met comme s'il priait. Puis les Indiens ont rejeté ça. Alors qu'ils sont tous en costume cravate. Oui, bien sûr. Là-bas, quand j'ai été en Chine, c'était très frappant. J'ai été au mariage de mon neveu, qui a marié une Chinoise. Il y avait 3 personnes en chipar, c'est-à-dire le vêtement chinois traditionnel. Oui. C'était la mariée, ça c'est traditionnel. Puis lui est habillé en occidental avec un smoking. Il y avait ma femme, puis il y avait ma nièce. D'accord. Tous les autres, il y avait 300-400 personnes, tout le monde est habillé en occidental. Oh, oui. Alors, c'est très beau des chipars. Mais pour eux autres, c'est quelque chose qui est associé au passé. Ils n'en veulent plus de ça. Alors, tu trouves ça quoi, folklorique un peu? Ou... J'ai demandé aux jeunes Chinoises, parce qu'il y avait 2 postes de télévision qui nous bourraient les oreilles avec du théâtre chinois. D'accord. Des gars qui se prenaient avec des masques. Bon. Moi, je regardais ça, je trouve ça très beau, esthétiquement, parce que c'est un développement de plusieurs générations qui ont fait quelque chose de beau avec ça. Les musiques sont assez belles. J'ai demandé à des Chinois, t'aimes-tu ça? Puis à un moment donné, j'ai réussi à le faire dire à plusieurs. Il a dit, ben non, évidemment qu'on n'aime pas ça, bien sûr qu'on n'aime pas ça. On veut Michael Jackson, on veut quelque chose qui bouge. C'est quoi ces clowns-là qu'il faut... Bon, en tout cas, mais c'était très drôle. Puis les Chinois, ils se sont occidentalisés en gardant les caractères chinois, en gardant leur personnalité, en gardant leurs réflexes nationaux. Mais tout ce qui est technique, tout ce qui est matériel, ils veulent l'Occident. C'est ça qu'ils veulent. Et tout en gardant, hein, chez les élites, j'entends une conscience historique aussi. Bien sûr. Il y a une certaine revanche à aller... Oui, mais c'est pas un peuple agressif. Les Chinois sont pas dangereux. Non, je croirais pas, mais... Quand on agresse le peuple chinois, puis qu'on est 200 000, ils sont des centaines de millions, qu'on les agresse, puis on est 200 000, qu'est-ce qu'ils font, les Chinois? Ils bâtissent une grande muraille qui a 34 000 km de long au complet. C'est-à-dire, tous les murailles qui en Chine, c'est le réflexe des Chinois. C'est un peuple pacifique. Et moi, c'est un peuple d'agriculteurs. Et moi, ce qui m'a d'ailleurs d'autant plus intéressé pour les Chinois, c'est le fait que malgré toutes les hordes d'invasion qu'ils ont eues, toutes les vagues d'invasion, ils ont toujours été ceux qui ont assimilé. Ah, c'est le nom. Exactement. C'est le nom. Donc, une culture forte et résiliente. Mais ça les a pas empêchés de se faire massacrer à tour de bras. Une seule campagne de Gengis Khan a tué 20 millions de Chinois. Et des petits couteaux, là. Pas des bombes atomiques, des petits couteaux. Mao Tse-tung a trouvé le... Mao Tse-tung est il dit souvent Hitler, c'est le pire criminel de tous les temps. Ouais. Non seulement c'est pas le pire criminel de tous les temps en termes de meurtre, c'est le 3e au 20e siècle. Tout à fait. Mao Tse-tung en a tué beaucoup plus, puis Staline est le 2e. Bien Hitler sûr. arrive en 3e. Staline a fait des folies avec le grand bond en avant, puis de la révolution culturelle, puis on parle de dizaines et de dizaines de millions de morts. Oui. On parle de gens qui ont été lapidés, tués à coups de bâton, là, c'est quelque chose d'incroyable. Il y a eu du cannibalisme, c'est incroyable tout ce qui s'est passé à cause de lui. Bon. En tout cas, pour terminer la première section, parce qu'il faut absolument qu'on commence à parler de mon sujet, là, ça fait un bout de temps que je vais en parler. Il y a eu un événement pour montrer à quel point les fédéralistes sont organisés. J'ai été impliqué dans 2 colloques sur l'indépendance, une à Montréal et une à Québec. Et dans les 2 cas, ça a été cancellé presque à la dernière minute, après des mois de préparation. Le premier, ça s'est produit le 17 juin 2017. D'accord. C'était Guy Boulian, le mouvement républicain. Ils avaient organisé ça au collège de Maisonneuve. On ne parle même pas d'aller organiser ça à Concordia ou à McGill. Là. Collège de Maisonneuve, dans Hochelaga Maisonneuve. C'est-à-dire le cœur du Montréal indépendantiste. 3 ou 4 jours avant, celui qui avait loué les salles, tout était organisé, payé, signé, payé. Ils ont cancellé, on est obligé de se déplacer, d'aller s'installer dans une grange au bout du monde. Bon. Puis le deuxième, ça vient juste de se produire, c'est le colloque sur l'indépendance qui était censé avoir lieu à Québec, à l'Université Laval. D'accord. Quelques jours avant. C'est-à-dire au mois de juin, c'est-à-dire quelques semaines avant. Ça fait longtemps que je travaille là-dessus, ça fait 1 an. Moi, j'étais un conférencier. Ce que je veux dire, c'est que là, il y a vraiment
une concertation qui est évidemment téléguidée, mais on ne peut pas le prouver, mais qui disent cancellez à la dernière minute, comme ça ils vont gaspiller leur énergie, puis ils n'en parleront jamais. Puis comme le PQ refuse d'en parler, puis que le Bloc québécois non plus ne veut pas, les 7 démissionnaires, ben là on se retrouve avec plus personne qui défend le projet, alors que la Cour suprême du Canada elle-même a dit que c'est un projet légitime. Mais ça, c'est de la peste, là, l'indépendance. On va cacher ça. D'où toute l'ironie de l'affaire. Ben là, c'est simplement que on s'est laissé manipuler. Ça leur coûte rien au Canada anglais. Hein. Ils servent de notre argent pour nous nuire. Ouais. C'est l'argent qu'ils dépensent au Québec. C'est les générosités du Canada anglais qui dépensent au Québec. Mais c'est de l'argent qui vient du Québec, mais c'est des générosités. Moi, je dis souvent aux gens, ne serait-ce que pour les droits de passage qu'ils nous doivent quand ils traversent notre territoire, comme dans tout pays normal, il n'y a pas une scène que le gouvernement fédéral dépense au Québec qui nous est pas dû en double. Oui, bien sûr. Au moins en double. Les gens n'ont aucune idée, personne ne sait, on va le savoir après l'indépendance, de combien de centaines de milliards de dollars qu'on a perdus depuis qu'ils nous ont envahis. Des milliers de milliards de dollars en valeur actuelle, parce que ça a duré 260 ans, avec du racisme systémique. Tout à fait. Couillard voulait faire une commission sur le racisme systémique, mais seulement aujourd'hui. Il voulait que les Noirs viennent nous insulter, des immigrants, que les islamistes, des assassins qui ont fait des crimes à tous les coins de la planète pendant 14... Je ne parle pas des musulmans, je parle des islamistes. Non, les gens organisés qui ont fait dans des réseaux financiers, ainsi de suite. Contre l'humanité, à la grandeur de la planète. Ils viennent nous regarder de haut, vous êtes des racistes. À un moment donné, là, ça commence à faire. Puis là, les Québécois en ont par-dessus la tête, mais il n'y a personne qui défend ça. Puis la CAQ, il va juste pour aller chercher des votes, puis le PQ a dit qu'il ne le ferait pas. Alors, c'est des choses qui sont choquantes. Puis là, il y a un backlash, là, on appelle ça backlash en anglais, il y a un reflux, là. Ça se passe bien. En tout cas, alors ça, c'était les sujets d'actualité qui étaient assez frappants aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, si ça ne vous dérange pas, on va passer enfin à la deuxième partie. Et voilà, nous y sommes finalement. La géopolitique du Québec. C'est ça. Encore une fois, je vais répéter des choses que j'ai déjà dit, mais la raison pour laquelle je vais le faire, c'est pour que ça soit cohérent. Oui. Puis encore une fois, ce que disait Voltaire, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter jusqu'à ce que vous l'ayez compris. Alors, on vient de parler de moralité. Oui. J'ai toujours dit aux gens, puis les deux dernières émissions qu'on a faites, on a parlé de la moralité. Et j'ai toujours dit aux gens que les 3 principales forces du mouvement indépendantiste au Québec, premièrement, la première force, celle qu'il faut toujours utiliser, en partant pour prendre le contrôle des discussions, c'est le point de vue moral. La moralité, c'est de notre côté, parce qu'on est une superpuissance morale. On n'a quasiment rien fait dans notre histoire, alors que tous les autres peuples, dont le Canada anglais, ont fait toutes sortes de crimes contre l'humanité. Détruire les Acadiens, les éparpillant dans le monde, détruire la moitié du Québec, nous appauvrir artificiellement, mettre les Autochtones dans des boarding schools, dans des réserves, leur voler leur territoire, leur honneur, pas respecter les traités. Ils ont détruit le Manitoba francophone, puis ils rêvent de détruire le Québec. Bien sûr. Bon. Alors, c'est des gens qui sont coupables, puis ils nous regardent de haut, puis tout le monde nous regarde de haut, puis nous, parce que personne ne nous défend, on est là qui s'excusons d'avoir la peau blanche. Les familles blanches, dont par la vallée. C'est mal d'aider des familles blanches au Québec alors qu'on est 90% de la population. Là, à un moment donné, on va arrêter, là, de niaiser. Là. Complètement. Il faut aider les immigrants, mais il faut aider les familles blanches aussi. Puis c'est pas un crime, puis c'est bien, puis c'est beau, puis c'est gentil, puis c'est beau, puis c'est moral, puis c'est normal. Bon, acceptable. Alors, il faut toujours commencer notre principale force, la moralité. Notre deuxième force, c'est la géopolitique. Comme je l'ai expliqué tantôt, c'est la géopolitique du Québec qui fait que l'indépendance, ça va être quelque chose de payant de toute façon. Ça serait dans n'importe quelle circonstance. Notre territoire est tellement riche en possibilités qu'on devrait toujours s'en servir en deuxième pour prouver que c'est payant. Puis la troisième, c'est l'économie, mais ça, c'est dû au fait de l'état qu'on a vécu notre histoire. Alors, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais faire un résumé de ce que j'ai dit dans différentes émissions. Et ensuite, je vais vous expliquer ce qui se passe dans le monde moderne, puis ce qui va arriver quand on va être indépendant. Très bien. Alors, la géopolitique, c'est la science qui explique ce que la géographie, l'influence de la géographie sur l'histoire, la politique d'un peuple. Alors, c'est l'influence de la géographie, c'est très important. Attendez, je vais mettre mes lunettes parce que je vois mal ce que j'ai écrit. C'est ça, j'en ai parlé ça dans les 2 dernières émissions, puis c'est quelque chose de vraiment fort. J'ai dit à la fin de l'avant-dernière émission que le Québec n'avait jamais contrôlé son territoire, son économie, ses frontières ou son immigration. Puis malgré tout, on est encore 75% de la population. On est en baisse parce qu'ils ont fait rentrer 1 million d'immigrants depuis le référendum de 95.
Pourtant, on a survécu. Ça veut dire ça qu'il y a quelque chose qui est intrinsèquement fort au Québec. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est les Québécois qui sont des surhommes? Non. C'est notre géographie. C'est notre géopolitique. La géographie, c'est n'importe quoi. C'est des montagnes qui ont poussé parce qu'il y a eu un mouvement géologique il y a 200 millions d'années ou il y a 2 milliards d'années. Les Laurentides, c'est des vieilles montagnes. C'est peut-être les plus vieilles du monde. Ils ont 3 milliards d'années au moins. C'est très vieux. Les Appalaches, il y a eu 2... Bon, c'est n'importe quoi. Le fleuve a coulé parce que les grands lacs ont cédé. C'était les glaciers qui ont fondu. Mais les Appalaches étaient là il y a des dizaines de millions d'années. Les Laurentides, la vallée du Saint-Laurent. Alors ça, c'est... La géographie, c'est n'importe quoi, mais ça correspond à quelque chose. Alors moi, quand je me promenais dans le monde, quand je lisais des romans, je voyais bien, des romans ou des livres, je voyais bien que la géographie, c'était très important pour créer les peuples. C'est-à-dire que, par exemple, quand Napoléon a voulu envahir l'Angleterre, il fallait qu'il s'est arrêté à la rive, parce qu'il fallait traverser, puis il n'y avait pas les bateaux. Quand les Romains se défendaient contre les Gaulois, les Alpes les aidaient, parce qu'ils étaient obligés de passer le temps par le même endroit. Fait qu'on voit que c'est important, la géographie. Mais il y a plein d'exceptions. C'est bourré d'exceptions. Un pays comme la Pologne qui se promène sur la carte, qui bouge à gauche, à droite, parce que les Russes poussent d'un côté, puis les Allemands poussent de l'autre, fait que ça se promène sur la carte. Fait qu'il y a beaucoup d'exceptions. Fait que je me suis dit, donc, la géographie joue un rôle, mais c'est pas la base. Quelle est la base? Pourquoi est-ce que la géographie a un tel... Puis là, en analysant plus profondément, j'ai simplement réalisé que c'était la question de l'économie d'énergie. C'est-à-dire que l'énergie, dans notre univers, elle s'éparpille, elle se gaspille. C'est la nature de l'univers, c'est une loi physique. C'est une loi thermodynamique qu'on appelle. Vous démontrez bien dans votre C'est le deuxième principe de la thermodynamique qui dit que l'énergie, elle se gaspille, elle se refroidit. Bon, c'est pas possible de remettre la pâte à dents dans le tube sans faire de dépenses. Effectivement. Bon. Alors, le résultat de ça, c'est que la vie essaye de toujours économiser l'énergie, de la ramasser, de l'économiser, Bon. Alors, c'est la vraie loi, c'est l'économie d'énergie. Alors, c'est la géographie. Vous avez les plantes, par exemple, qui reçoivent l'énergie du soleil. Bien, les plantes, ils ne bougent pas, sont enracinées, puis attendent que le soleil vienne, ils tombent du ciel. Ils ne bougent pas, les plantes. Mais les animaux, eux, ils ont tous des pattes, ils ont tous un cerveau pour se déplacer, pour ne pas respecter la géographie. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils montent dans les montagnes pour aller chercher des proies, aller chercher des baies sauvages, aller chercher des plantes pour manger, parce que c'est payant. Fait qu'on peut monter une pente quand c'est payant, quand on est un animal ou un être humain, parce qu'il y a du minerai, parce qu'on va bâtir un barrage, mais on ne s'amuse pas à monter pour rien. Alors, le résultat de ça, c'est que comme tout le monde essaie d'économiser de l'énergie, bien, vous avez la tendance des gens à descendre des régions en altitude, avec des matières premières, avec l'énergie des barrages qui coûte cher à bâtir, avec de l'eau, on amène de l'eau, puis de descendre vers les terrains plats, par exemple la vallée du Saint-Laurent, puis de descendre vers une ville comme Montréal, qui est située à un endroit stratégique. Ça, c'est mondial. Puis dans le cas du Québec, ce qui arrive, c'est que les gens descendent des régions éloignées, ça va en zigzagant, là, parce qu'on passe à travers les collines, les montagnes, c'est n'importe quoi, la géographie. Puis quand vous arrivez dans la plaine du Saint-Laurent, là, toutes les routes deviennent droites, puis ils convergent vers Montréal, dans la région de Montréal. Oui, tout à fait. Et Montréal est installé au bout de la navigabilité du fleuve Saint-Laurent, c'est-à-dire que l'océan Atlantique au Québec, il commence vraiment à Montréal. Vous prenez un bateau, puis vous dirigez vers le... Puis là, vous allez partout dans le monde. On est connecté par le monde maritime. Le fleuve Saint-Laurent nous projette vers le monde. Il coule vers les océans. Alors, une ville comme Montréal, c'est encore plus géométrique que les villes, que les routes qui se dirigent vers Montréal. On peut faire tout croche une ville. Mais une ville qui fonctionne bien, comme New York ou Montréal, c'est des rues perpendiculaires, ce qui devient extrêmement efficace, parce qu'une ville, ça ne sert pas à abriter les êtres humains, ça sert à abriter le commerce, la production, économiser l'énergie. À faire communiquer les gens. Alors, vous mettez tout en paquet sur des étages, des buildings, un building de 15 étages plein de gens, puis à côté le plus possible de leur travail, de façon à ce que les gens puissent se déplacer avec peu d'énergie, puis ils s'échangent. Alors, vous avez, par exemple, les grandes usines, on les met près du fleuve Saint-Laurent, où c'est facile de communiquer, puis vous mettez les voies ferrées près du fleuve Saint-Laurent pour qu'il puisse y avoir des échanges entre les bateaux et les trains. Vous mettez, par contre, le centre-ville, où là, il y a les usines, en général, sont de basse altitude, parce qu'il ne faut pas qu'on change d'étage quand on transporte des tonnes de minerais. Alors, vous mettez ça de basse étage. Souvent, une usine, ça a juste un étage.
Mais dans le centre-ville, Tout à vous avez fait. des buildings qui peuvent avoir 50 étages. Pourquoi? Parce que tours à c'est le bureau. cerveau. C'est Ah. le cerveau du pays. C'est là que les gens pensent. Ils ne transportent pas de matériel. Ouais. Tout ce qu'ils transportent, c'est de l'information. Alors, vous avez c'est tout câblé, le centre-ville. Oui. C'est tout concentré. Vous avez des garages souterrains pour mettre les voitures parce que les gens viennent de loin. Les Et êtres voilà. humains ne sont pas importants. On met les êtres humains là où il y a des trous. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on les met dans des buildings, puis dans les banlieues, mais on concentre le cerveau, tous ceux qui pensent, dans le centre-ville, puis on peut les mettre sur plusieurs étages, Absolument. parce que c'est pas grave, ils ne transportent pas de matériel lourd. Oui. Et vous mettez les usines qui transportent le matériel lourd près de l'eau. On dit, pour faire une histoire courte, on sauve de l'énergie au maximum, on Et produit voilà. le maximum de richesse en dépensant le minimum d'énergie. Mhm. Et comme vous dites si bien, l'accumulation des richesses se fait par le petit surplus, le petit profit supplémentaire Bien qu'on sûr. gagne en sauvant dans toutes ces conditions favorables. On additionne. Alors, un exemple qui est tout à fait frappant au Québec, c'est que Toronto est à 550 km de Montréal. Mhm. Puis la différence d'altitude entre Montréal et Toronto, Oui. c'est d'exactement 69 mètres. Les gens disent 69 mètres, c'est pas bien grave. Non, c'est grave. Parce que juste pour la voie maritime du Saint-Laurent, et Ouais. là, je parle pas des camions, puis des trains, puis des voitures, puis des autobus. Mhm. Juste la voie maritime du Saint-Laurent transporte l'équivalent de 100 000 voitures par jour. Wow. Puis le monte, ces 100 000 voitures-là, pour monter au niveau du lac Ontario, de 69 mètres. Ça, c'est 69 mètres, c'est la hauteur de la basilique Notre-Dame à Montréal. C'est-à-dire que 100 000 voitures chaque jour doivent monter. Ça, là, c'est beaucoup d'argent. Vous savez bien qu'à prendre ça, une bien voiture sûr. qu'on monte au sommet de la basilique, c'est beaucoup d'argent. 100 000 par jour. Ça, ces argents-là, ils s'additionnent chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque Oui. année, chaque siècle. Et le problème du Québec, c'est que ça nous a été volé. C'est-à-dire qu'on voilà. travaille à contre-courant et on envoie notre richesse en Ontario. Ils ont tout amené les usines là-bas. Ce qui fait que il y a de la perte. La perte dont je viens de parler, là, 69 mètres, Oui. c'est de la perte qui sert à personne. C'est du gaspillage pur. Parce que la façon normale de fonctionner d'un pays, c'est que vous partez des régions hautes et vous descendez vers les régions basses. C'est-à-dire que ça devrait descendre, la richesse de l'Ontario, vers le Québec. C'est comme ça partout sur la planète. Oui. On part du centre des continents vers les océans. Et ça s'est fait au cours des millénaires, Mhm. parce qu'on a fait des révolutions technologiques qui nous ont permis, la révolution du feu, par exemple, ensuite, surtout la révolution agricole, qui nous a amené à descendre près des ruisseaux, ensuite près des rivières, près des fleuves. Ensuite, Oui. vous avez eu la révolution urbaine, la révolution industrielle, puis aujourd'hui, la révolution des communications. Alors, ce mouvement est généralisé sur la planète entière parce que l'idée, c'est de faire des sous. Alors, on descend du centre des continents, puis on descend vers les côtes. Puis au bout du chemin, c'est-à-dire aujourd'hui, au 21e siècle, il y a énormément de grosses métropoles sur la planète qui sont sur le bord des océans, Oui, bien directement sûr. sur le bord d'océan, ou, comme Montréal, au bout d'un fleuve navigable. Paris est au bout de la Seine, qui est navigable. Londres est au bout de la Tamise, qui est navigable. Oui. Hambourg est directement sur le fleuve Elbe, etc. C'est pas tout le temps le cas. Par exemple, Moscou est mal placé, c'est sur un C'est vrai. affluent. La Moskova, c'est un affluent de la Volga qui jette dans la Caspienne. C'est comme ça. Ils ne peuvent rien faire. Alors, D'accord. les gens, les pays, toujours pour économiser, faire le plus d'argent possible, font descendre les choses lourdes des régions. Mais quand vous faites ça, la population aussi descend. Ça Oui. fait un effet de cuvette. Ce qui fait que les gens tournent le dos aux montagnes, surtout aux montagnes, ou à n'importe quoi, ça peut être le nord, Oui. et ils descendent, mais ils tournent le dos aux autres peuples. Ce qui fait que quand vous avez une cuvette comme au Québec, qui est une belle cuvette entre je parle de la vallée du Saint-Laurent, Les entre Appalaches. les Appalaches et les Laurentides, une ville comme Montréal, qui est un endroit fantastique, Montréal, on est prêt à faire de la navigabilité du fleuve Saint-Laurent. Oui. L'Outaouais est pas loin. Oui, La en effet. rivière Beauharnois est pas loin. Vous avez le fleuve Saint-Laurent et vous avez la rivière Richelieu qui va en ligne droite jusqu'à New York. Une Oui. belle vallée, la vallée du Richelieu, la vallée de l'Hudson. Puis une autre affaire, c'est que quand vous montez vers le nord, parce que ce qui est arrivé au Québec, c'est que nous, c'est notre pays de base, la vallée du Saint-Laurent, mais on a monté au nord, parce qu'il n'y a personne au nord. Oui, Personne au effectivement. nord. Les Amérindiens, c'est pas des gens technologiques, qui n'ont jamais été nombreux, puis ils sont toujours pas très nombreux, puis ils habitent les côtes. Alors, quand vous montez vers le nord, les gens disent, oui, mais il y a les Laurentides. Ben, il y a une affaire très intéressante. C'est que la première fois qu'on a construit un chemin de fer pour monter vers le nord, ça a été le petit chemin du nord, le petit Oui. train du nord. Ben, moi, je l'ai fait, le petit train du nord, en vélo. Puis c'est Oui. plat. Ils ont trouvé une vallée.
quand vous passez par le petit train du Nord en vélo, vous montez pas. Un train, il faut que ça soit relativement plat. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, quand vous prenez le petit train du Nord, c'est complètement plat. Puis à un moment donné, j'étais avec des jeunes. Puis les jeunes, ils ont dit, puis ils m'ont dit, on va quitter, je sais pas pourquoi on a quitté. On est sorti de la petite voie du chemin du Nord. L'enfer. Des montagnes, des côtes à pu finir. C'est-à-dire qu'ils ont choisi le seul chemin qui mène à Mont-Laurier, de l'autre côté des Laurentides, pour monter vers le nord, plat. Ça, c'est le premier train qui a été... Là, c'est maintenant une grande piste cyclable. Piste cyclable, parce qu'aujourd'hui, on a des camions, on prend les routes, puis les routes aussi passent par des endroits qui sont relativement plats. Bien sûr. Alors, le résultat, c'est que le Québec s'est développé à l'origine la vallée du Saint-Laurent, avec tous les territoires annexes, c'est-à-dire le lac Saint-Jean, et voilà. Où l'océan commence à Saguenay. Aussi, vous partez de Saguenay, vous pouvez descendre, vous rentrez n'importe où sur la planète. Bon, alors, un pays naturel, comme le Québec, c'est une cuvette, puis des gens se mêlent, ce qui fait que le pays existe. Dans le cas du Québec, c'est qu'on a un deuxième problème qui a fait notre malheur, c'est que c'est également un pays de passage. Oui. Alors, c'est pour ça que les Français sont venus ici. Les Français voulaient se rendre dans l'ouest du continent, et c'est également pour ça que les Anglais nous ont envahis à coups de canon, pour nous voler cet accès. Les Anglais ne venaient pas ici pour faire du commerce. Ils venaient pour s'approprier des territoires. Nous, on est venus ici pour faire du commerce. Parce que le Québec, c'est un pays commercial, naturel, ouvert sur le monde. Le fleuve Saint-Laurent nous jette vers les océans. Oui. Alors, la vallée du Saint-Laurent, l'Amérique du Nord, tous les axes géographiques sont nord-sud. Avec une seule exception très importante, c'est la vallée du Saint-Laurent, qui est un fleuve extrêmement important. Je pense que c'est le 8e en débit. Il faudra que je vérifie ça. Là. Je pense que c'est le 8e en débit sur la planète de crue. Puis c'est le seul qui est visible de la Lune. On voit l'eau dans le golfe. C'est le seul. Les autres ne sont pas visibles. Je parle de voir l'eau. Oui, absolument. Le fleuve Saint-Laurent donne accès à la plus grande mer intérieure du monde, qui sont les Grands Lacs, qui donne accès au centre du continent le plus riche du monde et qui était presque totalement vide à cause des épidémies. Quand les Français sont arrivés. Alors nous, on est venus pour faire du commerce, mais les Anglais sont venus pour s'approprier le territoire. Ils sont rentrés ici à coups de canon. Ils y ont mis les efforts. Hein, ils ont mis les efforts. Et eux, ils allaient d'est en ouest, alors que le continent coule d'ouest en est. Bon, ça, c'est la situation dont on va reparler un peu plus tard. Maintenant, parce que je voulais bien montrer aux gens qu'est-ce que c'est que... je l'ai déjà dit, mais je le répète. L'effet de cuvette. L'effet de cuvette, la raison pour laquelle on existe, c'est ça qui fait notre force. Et voilà. Maintenant, quand un pays, comme le Québec, par exemple, produit des choses, il en produit beaucoup qui ne coûtent pas cher, parce que par exemple, nous autres, on a beaucoup de bois. Oui. On peut faire du porc facilement, on a de l'électricité. Bon, on fait de l'aluminium. L'aluminium, c'est fait avec de la bauxite qui vient des Guyanes. Ils amènent la bauxite de la Guyane, puis des autres pays, je me souviens plus où, là. Et ils amènent ça ici, puis c'est avec l'électricité qu'on transforme ça en aluminium. Et ça coûte pas très cher en énergie ici. Ben oui, c'est ça. Fait que qu'est-ce qu'on a en abondance, ça coûte pas cher. Quand vous faites du commerce, vous prenez un produit qui coûte pas cher, mais qui est très abondant dans un pays, puis il coûte pas cher parce qu'il est très abondant. Bien sûr. Puis vous l'amenez à un endroit où c'est rare, et donc ça coûte très cher. Puis vous faites la même chose quand vous revenez. Alors, quand vous faites du commerce international, on peut faire du commerce entre soi. C'est-à-dire, ta vieille voiture, ben moi j'ai un vieux fauteuil, on s'échange les deux, bon, c'est tout, puis on est contents tous les deux. Ça, c'est localement. Mais quand vous voulez commencer à faire parce que vous êtes rendu au niveau des nations, là, la révolution industrielle, là, vous commencez à faire du commerce avec les autres nations. Fait que vous échangez, par exemple, notre électricité. On l'échange pour... on fait de l'aluminium, puis on envoie ça en Chine. On l'échange pour des bebelles à une pièce, la Chine vend. Fait qu'on fait rentrer ça par le chemin le plus facile, qui est, dans notre cas, la voie maritime, le fleuve Saint-Laurent. Mais le meilleur endroit où faire du commerce, c'est dans les océans. Les océans, c'est l'endroit le plus bas sur la planète. Oui. C'est bas, c'est plat. Les courants, les vents, c'est très, très économique de faire du commerce si vous avez les moyens technologiques pour vous déplacer. Alors, ce sont sur les océans que se fait le commerce et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les grandes villes, beaucoup de grandes villes, sont installées sur le bord des océans ou sur un fleuve qui y mène, fleuve navigable qui y mène. C'est parce qu'on a fait déjà descendre de tout le continent les matières premières, toutes les richesses. On les a modifiées dans les villes où la population est concentrée à 80% dans le monde industriel. Exactement. Et on s'échange entre les pays sur l'océan. Alors, c'est très important, les océans. C'est pour ça qu'on a évolué comme ça. Maintenant, dans le cas du Québec, attendez là que ça fait longtemps que je ne regarde pas mes notes parce que je sais tout ça par cœur, évidemment. Dans notre histoire, on a eu plusieurs révolutions technologiques dont j'ai parlé, qui ont modifié l'histoire de l'humanité. La géographie, c'est quelque chose qui est permanent.
L'histoire, c'est pas quelque chose qui est permanent. L'histoire, c'est fait par les hommes qui ont des jambes, qui bougent vers la richesse. Alors, quand l'histoire commence, les êtres humains se déplacent, ils vont chercher la richesse là où elle est. Si c'est dans les montagnes, ils vont aller au sommet de l'Everest. Il n'y a pas de richesse au sommet de l'Everest, on y va pour l'esthétique, là, puis le record. Mais essentiellement, on va monter dans une montagne pour aller chercher ce qui vaut beaucoup d'argent là-bas. Et on le descend. Alors, le résultat de ça, c'est qu'au début, on triche la géographie. Mais un coup qu'on est installé dans le pays, qu'on a tout exploité, qu'on a bâti les routes, les chemins de fer, etc., bien là, les gens commencent à suivre les actes de géographie pour augmenter la richesse. Parce que ça fait beaucoup d'argent. Je l'ai dit tantôt, on gaspille de l'énergie au Québec en remontant vers l'Ontario. Oui, ça devrait couler. Puis là, c'est de la richesse qui commencera à servir aux Québécois, qui présentement est purement gaspillée. Alors, ça nous enrichirait. Alors, quand l'histoire est rendue suffisamment avancée, c'est la géographie qui gagne. La géographie gagne contre l'histoire, c'est-à-dire que les peuples s'installent dans des pays naturels puis commencent à développer leur économie en fonction de la géographie pour faire le maximum de richesse possible. Maintenant, au Québec, l'histoire s'est faite de la façon suivante. Les premiers arrivés ici, évidemment, c'était les Autochtones. Les Autochtones, quand on s'est présenté ici, là, les Européens, il avait commencé la révolution agricole, mais il ne l'avait pas fini. C'est-à-dire qu'il c'était encore des tribus qui chassaient, enfin, il y avait de l'agriculture, mais c'était un mélange des deux. Puis ils vivaient encore dans des forêts, il n'y avait pas tout coupé les forêts. Les deuxièmes qui sont arrivés, c'est les Français. Les Français, eux autres, ils n'étaient pas loin de la révolution industrielle, c'était déjà très urbanisé, il y avait beaucoup de technologie. Alors là, on a fait du commerce avec les Autochtones, c'était à cause que c'est la seule voie d'entrée est-ouest de tout le continent. Bien sûr. On s'est installé pour faire du commerce avec une petite population. Puis on amenait aux Autochtones des choses qui avaient une valeur énorme. Une marmite en fonte, ça valait, pour eux autres, ils n'étaient pas capables de les fabriquer, puis ils n'étaient pas capables d'aller les chercher en Europe. Alors nous, on leur amenait, puis évidemment, on a pris le contrôle de Québec, qui est un point d'étranglement, pour empêcher les autres de rentrer, les Italiens, n'importe qui aurait voulu rentrer, ils ne rentraient pas, on contrôlait le territoire. On amenait aux Autochtones des choses comme des marmites en fonte, qui étaient fantastiques, des outils en métal, des armes à feu qui permettaient de tuer des animaux beaucoup plus loin qu'avec des miroirs aussi, je crois, qui étaient populaires. Des miroirs, des petites billes, billes de verre, avec lesquelles ils font les beaux costumes, même aujourd'hui, ils font des beaux... Pierre-Éliott Trudeau en avait un, il avait été donné. C'est des beaux trucs avec toutes sortes de couleurs. Alors, ce qu'ils faisaient, les Européens, quand ils ont découvert ça, c'était des petites billes avec des trous dedans. Oui. Alors, ils amenaient ça aux Autochtones. Les femmes, quand ils ont vu ça, les Autochtones, on va faire des belles choses avec ça. Parce que les autres, il y avait juste des costumes en peau. La peau, puis c'était pas beau. Quand ils mettaient ça, ils font des belles... Là, ça valait énormément d'argent. Et nous, ça ne coûtait rien. Ils amenaient ça ici, ils donnaient un sac de billes de toutes les couleurs, puis ils donnaient deux pots de fourrure. Un pot de fourrure, ils pouvaient en acheter 50 de ces sacs-là. Ouais. Ils faisaient de l'argent. Alors, ils faisaient de l'argent en amenant aux Autochtones des produits qu'ils n'avaient pas. Les Autochtones, pas fous, hein? Ils allaient revendre les mêmes objets plus loin dans le continent. Fait qu'ils disaient, ils remontaient la marmite en acier, là, en fonte, ils amenaient ça plus loin, à 1000 km plus loin à l'intérieur, puis ils disaient aux Autochtones, oh, ça vaut cher, tu vas me donner 40 fourrures. Ils reviraient au Québec, puis ils échangeaient les 40 fourrures contre 4 marmites, ils allaient en revendre encore. Les Autochtones aussi faisaient de l'argent, c'est des bons commerçants. Bien sûr. Alors nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on amenait jusqu'à Montréal, qui était la fin de la navigabilité du fleuve. On amenait tous les produits qu'on voulait donner aux Autochtones. Les Autochtones descendaient les fourrures de partout, parce qu'à partir du Québec... se rencontraient à Montréal. À partir du Québec, je n'ai pas dit ça tantôt, le Québec occupe les deux rives du Saint-Laurent, dans la vallée du Saint-Laurent, mais après, quand on arrive en Ontario, ça s'ouvre. C'est vrai. C'est-à-dire que la transcanadienne qui passe pas par la partie peuplée de l'Ontario, qui se rend jusqu'aux Rocheuses. Oui. En fait, qui passe les Rocheuses, qui va jusqu'à Vancouver, mais essentiellement, là, pour les exportations et importations, ça va jusqu'en Alberta. C'est par là qu'ils sortent leurs grains, puis par leur pétrole, qui préfèrent sortir par le Québec plutôt que par les Rocheuses, parce que ça coûte très cher passer par-dessus les Rocheuses. Mais nous en reparlerons. Il y a eu un bras de fer là, avec le gouvernement fédéral et... la Colombie-Britannique. Parce qu'ils voudraient se faire payer, la Colombie-Britannique. Ce que le Québec indépendant va faire quand ils vont passer. Bon, en tout cas, vous avez la transcanadienne qui se rend jusqu'en Alberta. Vous avez la 401 qui se rend jusqu'en Ontario, la partie peuplée de l'Ontario qui est complètement à l'extérieur du Canada. Puis vous avez, l'Ontario, c'est seulement la rive nord des Grands Lacs. La majeure partie des Grands Lacs, dont tout le lac Michigan est aux États-Unis. Vous avez une autre partie du commerce qui vient par la rive sud des Grands Lacs.
et qui n'est pas très développée parce qu'il y a la 401. Mais ce que je veux dire, c'est que ça s'ouvre en éventail. Oui. Puis Montréal a également, comme j'ai dit, le petit train du Nord qui monte jusqu'au dans le Nord, puis la vallée du Richelieu qui descend. Alors, les Français amenaient des produits dont les Autochtones avaient besoin. C'était très, très payant pour eux. C'était Bien très sûr, payant dont pour les nous. armes à feu qui, bien sûr, quand, disons, les Anglais en donnaient eux autres même aux Iroquois, disons, ben... Ils s'entretuent avec ça, mais ça, et c'était voilà, leur problème. tout le monde en eux avait autres, besoin rendu là. Et puis, ce que je voulais dire, c'est que quand on a commencé à faire du commerce à Montréal, on a drainé tout le commerce autochtone jusqu'à très très loin à l'intérieur du continent, a été aimanté vers le Québec et vers la vallée de la Mohawk, qui est concurrente pour les Anglais. Là. C'est ça qui a fait le combat avec les Iroquois. C'est qu'il y a la vallée de la Mohawk, qui est aux États-Unis, dans l'État de New York, puis la vallée du Saint-Laurent, qui sortaient tous les deux les fourrures. Alors, c'était de même. Bon, ça, c'est ce que les Français ont fait, puis avec très peu de monde, seulement 20 à 30 000 sont venus ici, puis il y en a seulement 2600 qui ont laissé des descendants. C'était vraiment pas une invasion. Maintenant, la raison pour laquelle les Autochtones ont presque disparu du Québec, c'est à cause des épidémies. Il n'y a pas eu de génocide ici. Ça, c'est faux, c'est un mensonge, c'est complètement faux. C'était nos alliés, nos amis, nos chums, nos fournisseurs, nos clients. On ne tue pas ses clients. Alors, c'est les épidémies qui ont exterminé les Autochtones partout dans les 3 Amériques, parce qu'ils avaient été isolés pendant 20 000 ans, là, puis ils ont reçu d'un coup 20, 30, on ne sait pas combien de maladies, puis ils sont mis à mourir, puis avant même qu'on les ait vus. Il y a des tribus qui ont complètement disparu, on ne sait même pas qu'ils ont existé, on n'a même pas leur nom, ils ont disparu. Oui, mais certains croient qu'avec l'arrivée, par exemple, de Jacques Cartier, parce qu'il y a eu quand même un bon délai entre Cartier et Champlain, il semblerait qu'il y avait des endroits qui avaient été totalement désertés depuis des décennies. Quand Jacques Cartier est venu au Québec, il a rencontré des Iroquois qui avaient complètement disparu quand Champlain est arrivé. La raison, c'est probablement les épidémies qui ont affaibli les Iroquois, puis les Algonquins, les Inuits, enfin tous les autres Indiens du Québec qui avaient été moins touchés parce qu'il n'avait pas gardé... il a hiverné, Jacques Cartier. Oui, 2 hivers ici. Fait qu'il a donné ses maladies, puis après il est parti. Mais ils ne savaient pas, les Européens ne savaient pas ça. Puis là, les Iroquois ont été expulsés de la vallée du Saint-Laurent, qui valait de l'or. Trop affaiblis. Pour la même raison, pour les Autochtones que pour nous, c'est parce que c'est un lien commercial jusqu'à Montréal. Et les Iroquois essayaient de reprendre, de revenir. C'est pour ça que Champlain a accompagné ses amis, quelques mois après être entré pacifiquement au Québec, a accompagné ses amis qui vivaient autour de Québec pour aller combattre les Iroquois dans le futur État de New York. Et où, si je ne me trompe pas, il a fait prendre de peur les Iroquois qui voyaient pour la première fois une arme à feu. Ben oui, bien sûr. Il y était juste 3 qui ont été aidés, les Hurons, mais ils ont eu tellement peur. Ils plaçaient des armes, le tonnerre, en tout cas, ça leur faisait peur. Mais tout ça pour dire que les Autochtones au Québec, en Amérique du Nord, ils ont disparu à cause des épidémies. Et également, dans le cas de l'Amérique du Nord, à cause de leur mode de vie. C'était des semi-nomades. Puis les nomades ne peuvent pas, les femmes ne peuvent pas transporter 7 enfants sur leur dos, bien des sûr. bébés. Là. Alors, ce qu'ils font, les nomades, c'est qu'ils ont très peu d'enfants. Puis la femme en a un sur le dos, en a un sur le travois, là, le truc qui traînait derrière eux. Puis les hommes pouvaient en porter un autre. Mais d'habitude, les familles, c'était des bébés, là. Il faut en avoir 2 ou 3 maximum. Alors, les familles n'étaient pas nombreuses. Les épidémies se sont mis là-dedans. En plus, nous, on a marié les Autochtones. C'est ça, d'ailleurs, qui leur a permis à plusieurs tribus autochtones de survivre, parce qu'on leur a donné nos gènes qui étaient protégés contre les épidémies. Alors, c'est pour ça que les Québécois sont devenus majoritaires au Québec. Quand on a fait ça, on a pris le contrôle, évidemment, du réseau hydrographique, parce qu'à mesure que les Autochtones disparaissaient, parce que les maladies pénétraient plus facilement par l'axe Saint-Laurent-Grand Lac, parce qu'on y allait, on amenait les épidémies. Alors, comme on faisait le vide devant nous, on a progressé vers l'ouest. On n'était pas nombreux. Alors, on a pris le contrôle de la porte d'entrée de l'Amérique du Nord. Et c'est pour ça que les Anglais nous ont attaqués. Mais eux, ils sont rentrés ici à coups de canon pour voler le territoire. Parce qu'il n'y avait pas un temps. Ils ont fait de la traite de fourrure, mais c'est plus ça qu'ils voulaient. Là. Ils étaient avec les Américains à l'époque. Les Américains faisaient partie de l'Empire britannique. Exact. Et ils voulaient prendre le continent. Alors, ils l'ont fait. Ils ont pris le contrôle de la vallée du Saint-Laurent. Puis, ils se sont arrangés pour que nous payions toutes les... D'ailleurs, on avait déjà tout construit qu'il y avait dans la vallée du Saint-Laurent. Puis, toute notre histoire depuis 260 ans, ça a été de payer tout ce qui était dans la vallée du Saint-Laurent, alors que c'était gratuit. La vallée du Saint-Laurent, ça vaut de l'or, mais c'est de l'or qui profite au Canada anglais. Puis c'est justement, il faut rappeler que démographiquement, étant donné que, historiquement parlant,
nous étions la majorité jusqu'en 1840 environ. C'est-à-dire que la part des, disons, Canadiens, à l'époque, Canadiens-Français, pour le développement de tout le continent, sûr, au nord, bien sûr, Écoutez, canadien. je le dis tout le temps aux gens, regardez une carte du Canada, puis regardez la vallée du Saint-Laurent, c'est tout court, c'est court. C'est plat, c'est de basse altitude. Si vous voulez une transcanadienne au Québec, mettez de l'asphalte au sol. Vous voulez une voie ferrée, vous mettez des rails au sol. Alors que dans l'ouest, c'est d'immenses territoires complexes, froids. Vous avez les montagnes rocheuses qui sont très hautes, puis il fallait payer tout ça. Ben, les Québécois en ont payé 90% quand il était 90%, 70% quand il était 70% de la population, 50%, 30%, 25%, puis on paye encore aujourd'hui pour les trois territoires du Nord. On paye de la péréquation qui ne s'appelle pas péréquation. Alors, il faut simplement réaliser que les Anglais ont simplement pris le contrôle de la vallée du Saint-Laurent, ils l'ont volé carrément. Puis ça existe encore aujourd'hui. Tout ce qui traverse le Québec, c'est de la propriété du gouvernement fédéral. Et pour réaliser ça, ben, ils ont commencé par expulser nos chefs. Ce qui fait que le Canada s'est développé d'est en ouest et les Américains aussi se sont développés d'est en ouest. Mais comme je l'ai dit tantôt, et ça c'est très important de le comprendre, le Canada anglais, qui est l'héritage de l'Empire britannique, n'occupe que la rive nord des Grands Lacs, alors que le Québec occupe les deux rives. Oui. Nous, on a des sorties de tous les côtés. Eux, non. C'est seulement par la vallée du Saint-Laurent. Ils peuvent passer par les États-Unis, mais c'est compliqué. Il faut qu'ils fassent le tour des Grands Lacs. Bien sûr. Bon. Alors maintenant, le quatrième groupe qui est arrivé au Québec, c'est bien sûr les immigrants, dont le Canada anglais se sert pour nous garder sous contrôle, nous empêcher de devenir indépendants. Et l'idée, c'est si possible, de détruire le Québec, si c'est possible, de façon à ce qu'ils puissent plus se défendre. Mais ça, c'est l'idée que quand on a disparu, c'est un truc ethnique, c'est un truc raciste, l'indépendance du Québec, alors que c'est quelque chose de purement économique. La vallée du Saint-Laurent, ça vaut de l'or. Bon. Maintenant, on se retrouve aujourd'hui dans la situation suivante au 21e siècle. Les gens ne sont pas au courant au Québec, mais il y a présentement sur la planète une révolution démographique et économique qui se produit. Les peuples du reste du monde sont en effondrement au niveau de la natalité. Et c'est une vitesse tellement fantastique que moi-même, qui connais les chiffres, j'arrive pas à y croire. L'Arabie Saoudite, qui produisait 7 enfants par femme il y a 30 ans, passe cette année sous 2,1, c'est-à-dire le seuil de remplacement. Les pays qui avaient, c'est même en Afrique noire, le Kenya est rendu à 3 enfants par femme. Haïti est rendu à 3 enfants par femme, il était à 5-6 il y a 20 ou 30 ans. Toute l'Amérique latine est rendue, passe en bas de 2,1, la totalité. Le Brésil, qui avait, je me souviens plus, c'était 6 enfants par femme il y a 30 ans, c'était un pays, il multipliait, il était quelques dizaines de millions au début du 20e siècle, ils sont rendus 200 millions. Oui, absolument. C'est tout en train de s'effondrer à une vitesse inimaginable. Puis là, ce qui est remarquable de nos jours, notamment au niveau des pays musulmans, c'est qu'ils sont rendus à 2,1. Les gens disent, ben là, ils sont au niveau de remplacement. Non, ça continue après. Le Japon est tombé à 1,3. Singapour, je l'ai dit tantôt, est tombé à 0,8 à un moment donné. Là, ça a remonté à 0,9, en grosse amélioration. Il se passe une révolution démographique parce qu'on est trop nombreux sur la planète, ils l'ont réalisé, les gens sont urbanisés, puis ils arrêtent de faire des enfants, puis ça c'est partout. L'Afrique du Sud s'approche de 2,2, 2,3. L'Afrique du Sud, un gros pays d'Afrique, des vrais Noirs. On ne parle pas des Blancs, les Blancs, ça fait longtemps que ça a diminué en Afrique du Sud. Mais ça n'a rien à voir avec les races. C'est dû à la modernisation de l'économie. Je comprends. Ces pays-là s'enrichissent parce qu'ils s'urbanisent. Je l'ai expliqué tantôt, quand on est urbanisé, ça coûte pas cher de faire des échanges, on crée de la richesse. Puis les gens échangent la richesse en laissant tomber les enfants, ça devient une dépense. Ils continuent d'avoir des enfants parce que c'est agréable d'avoir des enfants, c'est un grand plaisir. Ils en ont 2. J'appelle ça la maladie du 2. Ils ont 2 enfants, puis ils ne compensent pas pour ceux qui n'en ont pas. Puis il y en a beaucoup qui n'en ont pas ou qui en ont un. Effectivement. Ou qui meurent, ou il y a toutes sortes de... hors de leur contrôle en général. Ils sont homosexuels, ou ils ont eu un accident, ou ils sont stériles. D'où le 0,1 supplémentaire du... Faux. Non? Ah non. Je comprends ce que vous dites, mais c'est faux. Le 0,1, c'est simplement parce qu'il y a toujours 105 gars qui naissent pour 100 filles. Ah, voilà. Puis ce qui arrive, c'est que les gars ont toujours un taux de mortalité plus important que les filles, sauf quand ils arrivent à l'âge de la reproduction. Puis après, ça continue, les filles continuent de survivre mieux parce qu'on les protège mieux.
Alors, c'est pour ça que dans les pays pauvres, ils tuent des filles en général, parce que Ouais. les gars vont diminuer à la guerre, fait qu'ils rétablissent l'équilibre. Ah ouais. C'est des phénomènes pas volontaires, ça. C'est Mhm. économique. Les gens le sentent, ils le savent, puis en tout cas, ça se développe sans Ok. que les gens sachent pourquoi. C'est la religion, n'importe quoi. On parlait Ce qui marche on survit. parlait de réaction tout à Réaction. l'heure. Alors, c'est de la sélection naturelle, si vous voulez, D'accord, au niveau des d'accord. cultures. Alors, tout ça pour vous dire que... j'ai perdu mon fil, là, attendez. Ah, c'est ça. C'est fini l'augmentation de la population. Actuellement, la Mhm. population mondiale augmente par les vieux. C'est-à-dire des gens qui vieillissent sans mourir. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont un enfant, puis à 4, comme en Chine, 4 Mhm. grands-parents, 2 enfants, un petit enfant, mais Mhm. ils ne meurent pas. Donc la population augmente par le vieillissement. D'accord. Alors ça c'est dû au fait que les gens s'enrichissent. Alors pour vous donner un autre chiffre qui est tout à fait fantastique, les Mexicains Oui. qui envoyaient à peu près 800 000 habitants, 800 000 immigrants aux États-Unis il y a 30 ans, dans les années 80, Mhm. c'est fini. Depuis 2009, c'est fini. Il y en a autant Ah qui oui? rentrent qu'il y en a qui sortent. Il y en a qui Ah, pensent que peut-être oui. que le mouvement s'est inversé. Le mur que Trump veut bâtir, c'est Oui. contre les bandits, contre les D'accord. mauvais immigrants, parce qu'il y en a qui rentrent. Il y en Oui. a qui rentrent, il y en a qui sortent. C'est que le Mexique s'est enrichi, puis le Mexique est là à 2,1 là, enfants Oui. par femme. Puis après, ça continue. Après, Bien ça sûr, tombe à bien sûr. 0,9, 1,9, 1,7, 1,5. On ne sait pas où ça va toucher le plancher. 0,8. 0,8 en. Pour l'instant, à qui est le Singapour, record. qui est le record. Mais ça pourrait tomber à zéro s'il y a une grosse crise. Wow. Quand il y a une guerre, vous en avez parlé vous-même. Oui, oui, Quand il y a oui. une guerre, les gens regardent faire des enfants. Si la guerre dure longtemps, si la crise dure longtemps, ben là, une espèce peut disparaître. Wow. Si la crise dure 100 ans, Uh-huh. Ouais. personne ne fait de bébé, mais l'espèce disparaît. Évidemment que ça n'arrive pas parce qu'il y a toujours quelqu'un qui survit. Mais ce que je veux dire, c'est que les révolutions technologiques se sont répandues sur la planète, puis les peuples qui ont passé sous le 2.1, là, on parle de la Chine, Mhm. le plus gros pays du monde. L'Inde, la moitié sud de l'Inde a passé sous 2.1. La moitié Ah sud oui. de l'Inde est un pays qui produisait des bébés à pu finir. Ouais, prolifique. Quand j'étais petit gars, il nous parlait. parlait du péril jaune. Ouais. C'est-à-dire que les Asiatiques deviendraient tellement nombreux qu'ils finiraient par envahir le monde. Ben, je suis désolé, mais ça n'a pas marché. Non, Aujourd'hui, les effectivement. Chinois qui viennent au Canada, c'est une immigration de dépeuplement. Ils ne se font pas de bébés. Je comprends. Alors, maintenant que la géographie a gagné sur l'histoire partout sur la planète, c'est-à-dire que les gens, il y a presque plus d'immigrants disponibles. Il y en Oui. a encore, parce que c'est des jeunes qui ont 20 ans, qui faisaient encore des bébés il y a 20 ans. Mhm. Alors, il y a beaucoup de jeunes, mais ce groupe-là, dans 20 ans, là, ils vont être rendus à 40-50 ans, ils ne voudront plus émigrer. Oui. Les jeunes qui émigrent Bien entre sûr. 20 et 35 ans, Oui. après ça, ils veulent rester chez eux, puis ils se débrouillent, puis ils sont organisés, ils sont déjà implantés. Mhm. Alors, un des phénomènes au Québec, ça c'est très important, c'est ça, les gens n'y croient pas. Je leur dis, l'immigration au Québec, ça va s'arrêter brutalement avec la prochaine crise. D'abord parce que la crise va durer longtemps, Mhm. ce qui fait qu'on n'aura pas de job pour ces gens-là. Puis deuxièmement, c'est qu'après la crise, il n'y en aura plus d'immigrants. La Chine va avoir besoin de 200 millions d'immigrants parce que ces usines vont être là, puis il n'y aura Ouais. plus de jeunes. Puis la Chine, ça va vite, vite, vite. Là. C'est l'accélération de l'histoire, ça se fait à une telle vitesse que les gens ne réalisent pas. Alors, le résultat, c'est que le Canada anglais, présentement, il essaie d'accélérer l'immigration de façon à profiter, ben, ils ne le savent pas, mais c'est ça qu'ils font en réalité. Ils essaient de profiter du fait qu'il y a encore beaucoup d'immigrants sur la planète, parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Ils ont volé Oui. loyer. Mais dans 20 ans, c'est fini. Fait qu'on va se suicider pour que dans 20 ans, ils nous disent, ben, finalement, il faut vivre avec les enfants qu'on a, ben, qu'on le fasse tout de suite, Mhm. qu'on ne se suicide pas. Bon. Maintenant, la situation, je l'ai dit, on est inclus dans le monde entier. La situation internationale est la suivante. Les États-Unis, c'est une puissance isolée. Les trois Amériques, c'est tellement isolé que ça fait seulement 5 siècles qu'ils existent. Oui. Les États-Unis, c'est une puissance maritime. Présentement, l'Amérique latine, elle est complètement en dehors de l'histoire. Personne ne s'occupe du Brésil, tout ça. Ils sont pas importants, ils sont en dehors de l'histoire. Ils sont en périphérie des Ils sont en enjeux périphérie, importants. puis ça n'a rien à voir. Je veux dire, ils sont isolés, ils sont autonomes, ils ont assez de richesses, ils font du commerce, mais personne ne tient compte sur la planète. Mhm. L'histoire, présentement, l'histoire mondiale, elle se fait ce qu'on appelle l'île mondiale, c'est-à-dire l'ensemble qui comporte l'Eurasie et l'Afrique. Oui. C'est là que ça se fait. Et c'est centré sur le Moyen-Orient où il y a tant de Oui, guerres, toutes Bien sortes de sûr, bien problèmes. sûr. Parce que tout le monde converge vers C'est le la musulman. charnière C'est du la monde. charnière. Il y a beaucoup d'entrées de tous les côtés. Mhm. Puis tous les peuples, puis en de ça, il y a le pétrole. Puis les Arabes se sont servis du pétrole pour retarder leur modernisation, pour rester au 7e Oui. siècle. Alors, comme ils restent au 7e siècle puis qu'ils n'ont pas envoyé leurs enfants, les talibans, ça veut dire étudiants. Mais pas Mhm. des étudiants en ingénierie, des étudiants Coran. en Coran. Oui. Étudient le Coran.
Ouais, Fait que je comprends. c'est un retard. Fait que là, effectivement, il agresse, puis c'est les paysans du monde arabe qui arrivent en ville, dont ils se servent pour attaquer. Mhm. Alors, puis tous les autres peuples réagissent en convergeant vers le Moyen-Orient, pas parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils sont dangereux avec le terrorisme et le danger de ISIS, Ouais. tout ça. Bon. Tout à fait. Alors, on se retrouve aujourd'hui, on a parlé tantôt, les États-Unis essaient de se retirer du monde pour se refaire une santé. Puis en Amérique du Nord, la géographie a gagné sur l'histoire. Ce qui fait que tout le monde a réorganisé le continent pour qu'il coule de l'ouest vers l'est dans le cas de la côte est Mhm. et de l'est vers l'ouest dans le cas de la côte ouest à partir Ouais. des Rocheuses. Alors, ils sont tournés vers l'océan Pacifique. Ouais, bien Et sûr. toutes les routes qui avaient été faites dans le passé, dans le sens est-ouest pour réunir tout ça, Mhm. ben, ils ont tendance à tomber en décrépitude, à être moins utilisés Ouais. parce que les gens suivent la géographie. Alors, l'Alberta, par exemple, exporte, ça fait longtemps, leur pétrole vers le Midwest américain, vers Mhm. Chicago, c'est dépensé parce que ça fait partie du tout. Bien En sûr. Amérique du Nord, comme c'est un héritage du passé, il y a plein de frontières rectilignes qui ne Oui. respectent pas l'économie, qui ne respectent pas la géographie. Ce qui fait que l'avenir en Amérique, l'ouest du Canada, par exemple, à l'ouest du lac supérieur, Oui. la plupart des frontières sont rectilignes. C'est complètement fou. C'est un C'est pays vrai. artificiel. Oui, ben Autant comme la frontière sud que les frontières nord ou est-ouest. mhm. C'est tout les vestiges de la rectiligne. colonisation, finalement. Comme, C'est un peu comme en fantôme Afrique. de l'Empire britannique disparu. Ouais. Alors, le Québec, là-dedans, ça reste un pays naturel, j'en ai parlé tantôt. Mhm. Ça reste un pays maritime, même si les Québécois ne le réalisent pas, c'est un pays commercial, maritime, tourné vers l'international. C'est vrai. Mais on le réalise d'autant moins, je crois, à Montréal, là, de la façon que... Ben, au La façon Québec, que il y a c'est fait. 3 sensus. Ouais. Ils sont tous à l'ouest. Vous avez les Anglo-Québécois qui sont concentrés dans l'ouest du Québec, Ouais. qui s'enrichissent à nos dépens depuis 260 ans, puis qui font comme si on les Mhm. martyrisait, alors que c'est eux qui nous volent, qui nous ont fait du racisme. Vous avez Ottawa, qui dans Ouais. un pays grand comme l'Europe, est collé directement sur la peau du Québec, on nous suce le sang. Et Mhm. vous avez l'Ontario, qui nous suce le sang, qui est juste à l'ouest du Québec. Bien sûr. Par la voie maritime, entre Par autres. la voie maritime, ils ont fait tout remonter. Alors, j'ai dit tantôt, tout converge vers le Québec. Ouais. C'est notre grande force. J'ai parlé également de la vallée de la Richelieu, on a progressé beaucoup. Alors, on se retrouve maintenant dans la situation suivante. Le Québec est un pays naturel qui est ouvert sur le monde, mais Mhm. 70% de notre commerce se fait avec les États-Unis à cause des axes nord-sud. Oui. Plus notre commerce international, il ne reste pas grand-chose pour le commerce avec, dans le sens est-ouest qui est contrôlé par le Canada anglais. Et l'Ontario nous vend beaucoup plus qu'on lui vend. Parce Ah qu'ils oui. ont déplacé, ils ont déplacé toutes les grosses industries payantes puis les industries manufacturières. Ils ont déplacé l'usine de Boisbriand qui fabriquait des voitures. Ils en C'est laissé à vrai. Oshawa. Ouais. Ça a été systématique pendant 260 ans. C'est pour ça que je dis aux gens, l'indépendance, c'est payant tout de suite après Mhm. l'indépendance. Bien sûr. Bien Juste sûr. à cause des droits de passage avec le pétrole qui passe à travers le Québec. Mhm. Ça, c'est 3 jours après. On dit, hey, combien il y a de pétrole dans ton train? Là? Puis c'est 5 piastres le baril. On commence par ça, puis après on va monter. On va faire ça tranquillement. Après on monte. C'est payant. C'est tout de suite payant parce qu'on se débarrasse du gouvernement fédéral. On ne paye plus Ouais. pour faire fonctionner le gouvernement fédéral. Absolument. Puis on va également se débarrasser des chicanes avec le gouvernement provincial. Ça veut dire que le gouvernement du Québec, en se débarrassant des chicanes, vous augmentez l'efficacité du gouvernement. Bien sûr. Fait qu'on gagne de toutes les façons. Avec... Ce qu'on appelle l'état optimal, finalement. Ben oui, on obtient le maximum de richesse. C'est pour ça que les villes sont faites comme ça. J'en ai Ouais. parlé tantôt. Pour s'échanger de la richesse, pour créer le maximum de richesse avec le minimum de conflits, de chicanes, de pertes, de pollution possible. Exactement. Alors que si vous forcez le Québec à déplacer ses usines, puis à tout envoyer en Ontario à cause des 300 SU dont j'ai parlé, Ouais. ben c'est de la perte dont personne ne profite. Ça, c'est Mhm. important de le comprendre. Quand on rétablit le courant ouest-est, qui est normal partout sur la planète, le Québec s'enrichit avec les droits de passage, Mhm. il s'enrichit avec les pertes dont je viens de parler, Exact. on se débarrasse du gouvernement fédéral, on enlève les privilèges des Anglo-Québécois qui ne c'est pas à eux, Mhm. mais on respecte leurs droits généreusement. Oui, exact. C'est tout du gain. Comme on l'a toujours fait. On récupère notre puissance de discuter à l'échelle internationale Exactement. avec tout le monde. Ça De vaut pouvoir beaucoup défendre nos d'argent, ça. intérêts où ça Défendre compte. nos intérêts. Bon, alors, il y a un cas au Québec qui est tout à fait frappant, au Canada, pardon, c'est l'Ontario. J'en ai parlé tantôt. L'Ontario peuplé, puis j'en ai déjà parlé, mais c'est tellement important que je vais le répéter. L'Ontario peuplé est complètement à l'extérieur du Canada. Oui. La transcanadienne ne passe pas par là. C'est un secteur du Canada qui est au sud complètement du 49e parallèle, qui Oui. marque la limite sud des Il a la prairies. même Et hauteur au que les grandes sud, villes américaines.
C'est ça, mais c'est intégré. C'est au sud de la frontière, sud du Québec, le 45e parallèle. Ouais. C'est intégré à l'économie des Grands Lacs. Alors, curieusement, l'économie des Grands Lacs est en déclin partout. C'est une catastrophe. Ça s'appelle le Rust Belt, la ceinture de rouille. Puis Toronto, qui est situé sur la rive nord du lac Ontario, est pimpante. Le stade des Blue Jays, ils reçoivent 100 000 immigrants par année. Tout va bien. L'économie, ça va relativement bien, surtout par rapport au... Qu'est-ce qu'il y a sur la rive nord du lac Ontario? C'est simple. Ils ont leur richesse, plus la moitié de la nôtre. Ouais. Puis là, la dernière moitié qui est au Québec, il y en a la moitié de la moitié qui est au Québec, qui est contrôlée par les Anglo-Québécois. Alors, je ne sais pas ce que les gens ne comprennent pas, là. On se fait voler, puis pas un peu. Oui, puis, ça devrait être dit. Alors, maintenant, le résumé de tout ça, c'est que le Québec indépendant va devenir riche à cause de tout ce que je viens de dire. On va obéir à la géographie, on va sauver notamment les pertes, en pure perte qui se passent. Quand on contrôle les communications d'un continent ou d'un pays, comme le Québec le fait, tout passe par le Québec, la transcanadienne, la voie maritime, les trains qui se rendent à Halifax, les voitures, les camions, tout ça. Quand on contrôle ces communications, on est puissant. Puis quand on est puissant, c'est une loi en politique, on est riche. Et ça va beaucoup plus loin que les gens pensent parce que le commerce nord-sud avec les États-Unis, ça obéit. Mais on a également le commerce ouest-est. Et quand vous mettez des droits de passage sur un territoire comme la vallée du Saint-Laurent, et qu'une entreprise étrangère veut venir construire une usine dans le coin, le gars il se dit « Merde, je suis obligé de payer les droits de passage quand je monte, quand je descends. Comment je fais pour économiser tout cet argent-là, pour garder ça dans mes poches? Je vais les trouver, je vais construire l'usine au Québec. Voilà. On gagne avec les droits de passage pour tout ce qui est en Ontario et dans l'Ouest. On gagne avec des usines qui s'installent au Québec. On gagne sur toute la ligne. Bien sûr. Alors, je ne sais pas ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Là. Ça, je vous dis que c'est très important, la géopolitique. Ça vaut beaucoup d'argent. Bien sûr. C'est ça, le Québec va redevenir automatiquement un pays commercial. Puis on va s'enrichir parce que le Québec est déjà organisé comme ça. On va également diminuer l'immigration de masse. L'immigration de masse, c'est quelque chose qui coûte très cher partout sur la planète. C'est que je l'ai expliqué encore une fois tantôt, quand vous avez un pays naturel, les gens se mettent à travailler ensemble pour essayer d'homogénéiser le peuple. Exact. De façon à créer le maximum de richesse avec le minimum de conflits. Alors, vous essayez d'avoir un roi, une loi, une religion, une langue, un système de pensée, et vous forcez tout le monde à faire ça de façon à réduire les frictions. Ouais. Quand vous faites des migrations de masse, de destruction, comme fait le Canada anglais, vous multipliez les conflits. Et encore une fois, c'est de la perte dont personne ne profite. Alors, c'est pour ça que c'est si important de diminuer l'immigration, parce que de toute façon, elle va s'arrêter au cours des décennies qui viennent, parce qu'il n'y a plus de natalité dans le reste du monde, et surtout parce que le reste du monde s'enrichit, comme le Mexique qui n'envoie plus d'immigrants aux États-Unis. Il y a assez de richesse chez eux. Alors, pour enrichir les Québécois une fois que l'indépendance est faite, c'est très facile à faire. On élimine le bilinguisme au Québec, comme font tous les peuples normaux du monde. On met des quotas sur l'emploi basés sur la langue, c'est-à-dire qu'un francophone, c'est quelqu'un qui a été à l'école française au Québec. Les autres, c'est des anglophones. Seulement là-dessus. Voilà. On élimine les privilèges des anglo-québécois. On élimine les chicanes, j'en ai parlé. Et on fait de l'argent de toutes les façons de se faire, à cause de la géopolitique. Et c'est tellement payant, l'indépendance, c'est tellement économique, c'est tellement naturel, non pas au peuple québécois, à la géographie du Québec, que j'ai toujours dit aux gens qu'un jour, mettez ça dans 10 000 ans, ou dans 1000 ans, ou dans 100 ans, si vous voulez, il y a un dictateur aux États-Unis. Ce dictateur-là, la deuxième chose qu'il va faire, il va envahir le Canada et le Québec. Parce qu'on ne peut pas se défendre. Ça. Oui, on ne peut pas se défendre. Puis le gars, c'est un dictateur. Alors, dès que ça va arriver, mettez 500 ans, c'est pas grave ça. C'est long l'éternité. OK, donc vous voyez ça sur le temps très long. Moi, je pense que ça peut arriver beaucoup plus tôt qu'on pense, mais en tout cas, le gars, il va envahir le Canada puis le Québec, puis qu'est-ce qu'il va faire? Quand un envahisseur conquiert un territoire, puis ils l'ont tout fait à travers l'histoire, il garde les pays naturels. Parce que c'est la façon de tirer le maximum d'argent de ce pays-là. Effectivement. Fait que le Canada anglais va disparaître parce que c'est pas un pays naturel, c'est des frontières droites, c'est n'importe quoi. Et le Québec va survivre parce que c'est un territoire naturel qui va rapporter beaucoup d'argent de façon naturelle. Que les Québécois disparaissent ou non, parce que c'est géopolitique. Alors le Québec va survivre quoi qu'on fasse, le peuple québécois va survivre quoi qu'il fasse,
Et tôt ou tard, on va être je ne dis pas indépendant parce qu'un envahisseur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va recréer une province québécoise, bien c'est sûr. comme dans un empire. Avec un système bien rodé. Notre capitale elle va être à Washington et non pas la capitale qui nous suce le sang, Ottawa, qui est dans le sens est-ouest, qui est anormal. Alors, c'est quelque chose de naturellement riche et payant l'indépendance. Et c'est pour ça que la géopolitique est si importante dans le débat national au Québec. Très intéressant, M. Nantel, particulièrement aujourd'hui. aujourd'hui. J'espère que j'ai été assez cohérent pour que ça soit clair pour tout le monde, parce que c'est ce que je vais continuer de répéter tout ce que je peux pour que les gens changent de façon de penser. Bien sûr, tout à fait. Même peut-être pourrons-nous revenir à un moment donné sur certains ouvrages de René-Marcel Sauvé que nous, je crois, nous connaissons tous deux. Tous les deux, et qui méritent à être connus, tout à fait. Donc, M. Nantel, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. À la console, François Saint-Louis, et qui, bien sûr, va animer l'émission Le Journal du Soir. Ne le manquez surtout pas. À l'animation, moi-même, Antoine Boucher-Paquette. Je vous salue bien bas, chers auditeurs, et vous remercie beaucoup de votre présence. On se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste. Prenez soin de vous. Merci. C'est déjà tout pour notre duo. Si vous avez des commentaires, je vous invite à leur écrire à studio@radioinfocité.com. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Voici votre animateur, François Saint-Louis. Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du Journal du Soir en ce 11 avril 2018. Eh bien, ce soir, on va aborder plusieurs sujets. Plusieurs sujets, évidemment, que